Come and play with us, Danny. Forever and ever and ever. Bonjour à tous et bienvenue pour la seconde émission de Who You Gonna Call, le podcast qui parle de paranormal en toute simplicité et sans langue de bois. Je m'appelle Vanessa, je suis chasseuse de fantômes et aujourd'hui j'accueille de nouveau mes amies, également chasseuses de fantômes, Vonette et Laetitia. Coucou les filles. Salut. C'est si joyeux. On se croirait là, tu sais, on va Euro Disney. On va pas du tout C'est exactement ça, c'est la route Euro Disney. Alors, si vous ne savez pas qui nous sommes, je vous invite à écouter la première émission puisque nous y avons présenté nos parcours de professionnels du paranormal. Aujourd'hui, nous allons parler de films d'horreur et décortiquer les films les plus effrayants du cinéma d'horreur. Nous allons également débattre des phénomènes paranormaux très sensationnels et bien souvent loin de la réalité. Si vous avez été traumatisé par un film, eh bien, nous allons probablement vous permettre d'en rire. Ou pas. Alors, les filles fans de cinéma d'horreur ou pas du tout? Ouais. Oui, que Ouais. horreur, mais oui. Oui, alors disons-le parce que c'était un débat compliqué quand on a voulu faire ce podcast, de se demander, toi en tout cas Vonette, si tu étais assez cinéphile pour y répondre puisque tu ne regardes pas beaucoup de films. Mais apparemment tu ne regardes que du cinéma d'horreur, c'est ça? Ah bah, je pense qu'on peut même dire que je ne regarde pas du tout de films. Hein. C'est pas du tout mon truc, sauf les films d'horreur et en particulier les found footage. Donc je suis une grande fan. Eh ben c'est absolument parfait pour la thématique de ce podcast puisque l'idée est en effet de décortiquer les films les plus connus de ces 30 ou 40 dernières années, ceux qui ont vraiment traumatisé les gens et d'essayer de les tourner on va dire à la réalité de ce qui est risible justement pour permettre probablement aux gens de ne plus avoir peur de ces films et des phénomènes paranormaux. On va décortiquer tout ça juste après, mais d'abord je voudrais vous demander, est-ce que vous avez un film d'horreur préféré? Oui. Moi, j'ai un film d'horreur préféré qui n'a absolument rien à voir avec des fantômes, mais bon, je le dis quand même, hein, voilà. C'est Shaun of the Dead. Oui. Voilà, c'est un film qui parle des zombies et qui est tourné en Angleterre et c'est un film humoristique en fait, qui est très très bien foutu et tout le monde devrait avoir regardé ce film au moins une vingtaine de fois. Voilà. Vous devez le faire. Vous devez le faire. Il y a plusieurs scènes cultes dans ce film, mais je crois qu'il est plutôt apprécié. Et c'est drôle parce que ce casting là qu'on retrouve dans ce film et qu'on retrouve dans plein d'autres films, et entre autres la série qui est sortie dernièrement, Truth Seekers, c'est un casting absolument génial. On les adore tous. Ils sont très drôles et en fait ils arrivent toujours à tourner un sujet de façon humoristique, mais sans que ce soit non plus ridicule. C'est-à-dire que ce film est culte en fait. Je pense qu'il est devenu culte pour beaucoup de gens. Ah oui, bien sûr. Mais en plus, chaque film qu'ils ont fait se rapproche ils ont toujours une thématique du paranormal, mais différente à chaque fois. C'est-à-dire, le premier, c'était zombie, après, ça a été alien, après, ça a été une sorte de secte un peu tueuse pour des connes. Enfin bon, bref. Et là, ils ont fini ils ont fini par les fantômes, en fait. Ouais, et c'est vrai que la série, elle est plutôt bien rodée. Alors bon, on pourra en reparler peut-être dans un autre podcast. Moi, j'avais pas super accroché, mais j'essaye de re-regarder parce que je sais qu'il y a quand même un effort qui est pas mal. Et en effet, c'est la façon dont il l'aborde. En tout cas, on peut se dire que c'est assez original. Hein. Et c'est assez rare en plus de voir des chasseurs de fantômes dans des séries. C'est à Truth Seeker que t'as pas accroché? Oui, on en avait parlé. Je vous avais dit, j'ai pas super accroché, mais parce que je crois en fait que moi, malheureusement, j'ai encore du mal. Alors là, en plus, ils sont vraiment en train de mettre en lumière notre profession. J'ai encore du mal, je crois, à ce qu'on ne montre pas ce qui se passe véritablement. Enfin, pour moi, Truth Seekers, j'oublie que c'est une fiction en fait. Et du coup, c'est pas très bien passé pour moi. Mais je sais que vous avez adoré. Ouais. Oui, on a adoré, mais corrige-moi, Minou, si j'ai tort. C'est parce que justement, je pense qu'on l'a pas regardé avec des yeux de chasseur-chef de fantômes. Bah oui, parce que en fait, moi, je suis habituée à ces acteurs et je sais très bien à chaque fois dans quelle direction ils vont partir. Donc, pour moi, je savais qu'ils allaient pas rester dans une réalité, on va dire. Ouais, mais c'est ce que j'aurais dû faire. C'est pour ça que j'essaye de regarder avec un regard autre, plutôt cinéphile et pas chasseuse de fantômes, pour éviter une critique qui, selon moi, n'est pas positive, parce que je crois que la majorité des gens qui ont vu cette série ont vraiment adoré. Donc, et toi, Vonette, du coup, est-ce que tu as un film préféré?
Oui, j'ai un film préféré interplanétaire de tous les temps dont on va justement parler ce soir, puisqu'il fait partie de notre sélection et j'en suis bien heureuse. C'est le projet Blair Witch. Aïe, 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 le traumatisme de tous les temps. Ah oui, moi je suis marquée profondément par ce film. Et d'ailleurs, marquée dans tous les sens du terme, puisque j'ai un tatouage Blair Witch. C'est vrai, absolument. Tu as les petits bâtons, là, c'est ça, la petite... Exactement. Les Woodstick Figures, j'en ai un sur la jambe. Et on va en parler en détail, mais alors du coup j'ai une vraie question parce que je pense que tous les gens qui l'ont vu à l'époque et qui le revoient maintenant, il y a quand même une grosse différence en fait. Une fois que tu l'as vu, t'as plus les effets de surprise en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de scènes véritablement effrayantes. Mais est-ce que toi tu as toujours peur quand tu le regardes ou tu le regardes juste comme une grande fan? Non, j'ai toujours le même état de tension. J'ai beau C'est vrai? savoir, ouais, en fait, c'est hyper bizarre parce que vous me connaissez les meufs, je suis extrêmement chiante avec ce que je regarde dès qu'il y a le moindre truc qui va pas, que je trouve nul, bête, mal fait, etc. Je décroche complètement. Et pourtant, mes quelques films préférés et surtout les found footage, je peux les regarder 500 fois. Je ne fais attention à rien de ce à quoi je fais attention d'habitude. Les scénarios, est-ce qu'il y a une chronologie? J'en ai rien à foutre. Je suis à fond dedans. Ok, moi du coup, mon film préféré. Alors moi, je suis très cinéphile. Par contre, je suis pas très cinéma d'horreur. Bien sûr, j'en ai vu, mais en fait, ce pourquoi je ne regarde plus trop le cinéma d'horreur, c'est parce que déjà, je n'aime pas comment il a évolué depuis 2010. On va dire depuis une dizaine ou quinzaine d'années. Il est très sensationnel et beaucoup trop pour moi. Moi, je déteste les jumpscares vraiment. Et je trouve que dans les années 70-80, on se démerdait beaucoup mieux avec les films d'horreur puisqu'on suggérait beaucoup plus qu'on montrait et on savait jouer avec l'attention. Genre, par exemple, j'adore le vieux Psycho Hitchcock, j'adore The Shining, j'adore les films comme ça. Mais le cinéma récent d'horreur, c'est vraiment une catastrophe. À chaque fois que je vois des films, je déteste. Donc, c'est pas mon cinéma préféré, mais moi, j'ai un film vraiment favori. Qui est pas extrêmement effrayant, mais qui s'appelle La Maison des Ombres et qui relate d'une chasseuse de fantômes à l'ère victorienne qui est appelée sur un cas dans un internat, un cas de hantise, et du coup elle utilise de vieilles méthodes qu'on utilisait à l'ère du grand spiritisme, et je trouve ça fascinant. Et puis aussi peut-être le fait de voir une chasseuse de fantômes seule qui enquête comme ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. La photographie est très belle. Enfin, moi, il y a des éléments comme ça dont j'ai toujours plus ou moins besoin quand je regarde un film. Mais voilà, je sais pas si vous le connaissez, ce film, les filles, vous l'avez déjà vu? Non, pas du tout. Non. Eh bien, je vous invite à le regarder. Eh bien, lâchons ce podcast et allons-y tout de suite. Merci, bonne journée. Allez, au revoir. Allez, salut. Alors, je me permets du coup aussi de vous demander, puisque là, j'abordais justement la peur, le nouveau cinéma, le cinéma qui avait évolué. Du coup, vous les filles, quand vous regardez le cinéma d'horreur aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours peur? Est-ce que vous avez toujours ce sentiment qu'on avait avant de devenir chasseuse de fantômes? Ah bah non, ça n'a rien à voir. Enfin, si tu veux parler des films où il y a des fantômes, enfin, je pense que oui, voilà, c'est complètement différent et les techniques les techniques sont différentes de tournage, donc enfin ça n'a rien à voir et moi je trouverais ça plutôt pas ennuyeux mais agaçant en fait ce truc de suspense qui ne mène parfois nulle part ou alors des suspens à répétition qui ne mènent à rien. Moi c'est le genre de truc qui m'énerve. Alors moi, tu vois, juste par exemple, moi je pense que je suis l'inverse de toi, c'est-à-dire que moi j'adore vraiment quand on joue sur le suspense et qu'on ne montre pas. Après, j'entends ce que tu veux dire, c'est-à-dire que tu n'aimes pas quand ça mène à rien, c'est ça, c'est vraiment créer une peur et en fait derrière ouais, ouvre une voilà. porte et il y a rien. Ou alors c'est moi qui suis complètement devenue difficile d'accès, j'ai envie de dire. Peut-être que je suis devenue difficile avec l'âge et du coup maintenant j'ai du mal à avoir peur ou alors est-ce que ça me crée quelque chose chez moi. J'ai beaucoup de mal quoi. Et toi, Vonette, du coup, t'endurais quoi? Tu as peur? Ça dépend. Les films de fantômes ne me font plus du tout peur parce que je suis beaucoup trop occupée à gueuler derrière mon écran, à dire c'est pas vrai, ça se passe pas comme ça, non, c'est pareil, il se tient pas comme ça, etc. Par contre, j'ai toujours aussi peur des films de monstres. Je regarde beaucoup de films de monstres et enfin ça fait partie des seuls films que je regarde et ça me fait
toujours aussi peur. Ce qui est chelou parce que c'est une peur très enfantine, hein, d'avoir peur des monstres. Mais les gens qui me connaissent un peu savent que j'avais avant quelques phobies, mais j'en ai perdu une récemment. Et quelques-unes de mes phobies, ce sont par exemple les loups-garous et les Bigfoot. Alors j'ai plus du tout la phobie des Bigfoot, mais j'ai toujours aussi peur. Là, récemment, on a découvert un film avec Laetitia qui, du coup, en plus, est un found footage qui s'appelle Willow Creek et qui suit un faux reportage, voilà, comme la plupart du temps avec les found footage, avec un mec qui s'appelle Bryce Johnson et qui est un chasseur de Bigfoot très connu. Et en fait, c'est donc un found footage autour des Bigfoot. Et ben, j'étais littéralement, je l'ai regardé parce que la pauvre Laetitia, je l'ai regardé 2 fois de suite en 2 jours. C'est-à-dire qu'on l'a découvert et le lendemain, je lui ai dit, faut que je le re-regarde. Et ben, les 2 jours, j'étais, littéralement, physiquement cachée derrière Laetitia. Vraiment. Oh. Alors qu'il se passe rien, hein. Tu vois aucun Bigfoot. Mais c'est ça, mais pour rien, en fait. Eh ben, tu vois, c'est con. Mais l'exemple, que je voulais donner, par exemple, de ce suspense qui mène à pas grand chose. Dans ce film, justement, ils m'ont perdu parce que il y avait ils essayaient de mettre un suspense alors que, désolé pour ceux qui l'ont pas vu, mais tu vois juste une tente bouger avec des gens à l'intérieur. Mais c'est pas vrai, cette scène, elle est géniale. Non, mais 20 minutes. Pendant 20 minutes, t'as envie de pleurer tellement t'as peur. Mais tu vois, en fait, c'est ce que je te dis, tu vois, ça ne provoque pas la même chose chez moi que chez des gens qui vont regarder et qui vont après, je sais pas. Bah toi, je pense que t'es moins sensible à ce genre de scène. Moi, je pense que je suis comme Vonette, je suis beaucoup plus sensible à ce genre de cinéma, qui suggère, qui crée la tension. Enfin, moi, c'est pour ça que entre autres, Projet Blair Witch m'a énormément traumatisée parce que on voit jamais la sorcière de Blair. Bon, on y revient après, mais moi, vraiment, ça fonctionne avec moi ce genre de cinéma. Et mais alors, du coup, question Vonette, s'il te fait si peur, pourquoi tu le regardes autant? J'adore avoir peur. Mais tu fais pas des cauchemars après? Tu fais pas Si, je fais très souvent des cauchemars de monstres et de fin du monde, etc. Mais j'adore ça. Tiens, d'ailleurs, ce soir, je vais regarder Willow Creek. Non, mais j'adore. Pour la 1000e fois. Ah ouais, c'est clair. Non, mais franchement, je crois que je l'ai regardé 3 fois en 3 semaines. Enfin, j'adore ce film. Alors moi, du coup, si je dois aborder la peur, bien évidemment, tout comme vous, depuis qu'on est chasseuse de fantômes, comme on a appris à appréhender plein de choses, hein, le noir, les fantômes, les phénomènes paranormaux, les films qui vont aborder le sujet, pour moi, se plantent littéralement, on va dire, à 90% du temps. Donc du coup, ils deviennent risibles. C'est nul, généralement pour moi en tout cas, hein, parce que ça m'atteint pas du tout. Donc la gestion de la peur, en fait, elle est vraiment là. Je maîtrise beaucoup mieux la peur. Et si les réalisateurs font des films d'horreur, c'est aussi pour créer ce sentiment. Et moi, en fait, c'est quelque chose que je n'arrive plus à avoir. Je l'ai quand nous on part en enquête, cette angoisse, mais je ne l'ai plus devant des films. Et du coup, ça m'ennuie profondément parce que il y a pas beaucoup de films d'horreur qui sont très travaillés au point de vue du scénario. Et du coup, voilà, c'est plus un cinéma sur lequel je m'attarde. Donc, je suis un peu comme vous, en fait. Bof la peur. À part pour toi et le cinéma de monstres, Vonette. Ouais, mais tu vois, ce que tu dis, ça m'a fait popper une question. Est-ce que ils font pas, parce que tu dis les mecs ils ont tout faux, par exemple, effectivement on le voit tous et toutes quand on regarde des films de fantômes ou quand il y a justement des chasseuses de fantômes, on est là à dire mais en même temps est-ce qu'ils font pas exprès justement d'avoir tout faux? Parce que comme on le dit très souvent, en vrai on se fait chier quoi. Il se passe rien. Mais bien sûr, mais t'imagines s'ils devaient faire des films réellement sur notre activité, ce serait un film chiant qui passerait sur Arte à 3h du mat, que personne ne regarderait. Non, c'est bien sûr, il faut du sensationnel, bien sûr, il faut jouer sur les légendes, bien sûr, il faut jouer sur, il faut créer même des phénomènes. Regarde, par exemple, enfin, tout ce qui est creepypasta, enfin, je voulais l'aborder tout à l'heure par rapport à un film, mais tout ce qui est creepypasta fonctionne merveilleusement. Tout ce qui va être légende, par exemple, Slenderman. Ouais. On sait pertinemment que c'est un truc stupide et je comprends même pas comment les gens aient pu y croire, mais malgré tout, tu vois, les gens ont eu extrêmement peur pendant des années. Ça a fait un film, c'est parti d'une légende, hein, et c'est parti sur des films, sur des machins, des jeux vidéo, c'est complètement fou cette histoire. Mais le creepypasta, c'est vraiment ce qui attire les gens parce que ça crée une émotion chez eux qu'ils vont peut-être pas retrouver au quotidien et voilà, cette émotion de peur, on la retrouve pas. Nous, l'émotion de peur qu'on a quand on part en enquête, moi je la retrouve nulle part ailleurs. Hein, cette adrénaline là, elle est hyper unique en fait. C'est clair. Donc c'est peut-être ça. Ouais, c'est clair, complètement.
Alors du coup, je vous ai donné des devoirs hein, sur les deux semaines. On devait regarder 5 grands films très très connus. On va les décrypter. Alors on va les faire un par un. L'idée, c'est déjà de savoir comment vous avez découvert ce film, parce que peut-être que vous l'aviez vu déjà il y a très longtemps. Et on va décrypter aussi ce qui s'y passe et voir si on se rapproche de la réalité ou pas. Spoiler alerte, la majorité du temps, non. On peut déjà vous dire que c'est pas vraiment très très réaliste. Eh bien, commençons par ce cher film de Poltergeist. Oh là 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 là. They're here. J'ai adoré. Film préféré. C'était génial. Moi, la gamine qui traverse 14 fois le plafond et qui est recouverte de confiture de fraises, j'ai adoré. Mon Dieu, la marmelade. Mais c'est génial cette texture. D'où ça sort, quoi. Je suis sûre que c'est de la confiture. C'est sûr que c'est de la confiture. Ça doit être une sorte de comment ils appellent ça? Ouais, tu sais la marmite, je sais pas comment on appelle ça. C'est de la gelée de cassis. Mais est-ce qu'il y a un soupçon de vanille dedans? Est-ce que tu as remarqué une soupçon de vanille? Peut-être. Alors, on parle bien du Poltergeist alors attendez, j'ai noté la date, 1982. Alors Spielberg, c'est drôle parce que il a contribué à 2-3 films d'horreur comme ça. On va en reparler après parce que c'est pas le seul film de la liste. Et je trouve qu'on reconnaît vraiment sa patte. Et c'est peut-être ça, moi aussi, qui m'a fait décrocher dès le départ, qui a fait que j'ai pas du tout été prise dans le film. C'est que j'ai reconnu la patte de Spielberg, qui est très reconnaissable à certains plans qu'il fait. Moi, la question que je me pose, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler dans votre entourage, vos parents ou je sais pas. Quand il est sorti à l'époque, je me demande vraiment si les gens ont eu peur. Alors, moi, je pense que les gens ont quand même dû avoir peur, ouais. Il y a genre par exemple la scène où ils sont en train de filmer dans l'escalier. En fait, tu vois la caméra se mettre toute seule en position vers l'escalier, et là tu vois une sorte de lumière descendre des escaliers, tout ça. Enfin, je pense que cette scène, elle a pu créer quand même quelque chose à l'époque-là. C'est possible parce que c'est vrai qu'on est quand même si nous aujourd'hui ça nous semble un peu ridicule, je pense qu'à l'époque les effets spéciaux étaient plutôt pas mal. Alors Vonette, tu parlais tout à l'heure du petit garçon là, on en parle ou pas que c'est une grosse victime dans le film, il se fait manger par un arbre? Non mais on s'en fout. Il se fait manger par un arbre et ça dérange pas les parents d'en rigoler. Exactement. Ils sont là genre oh non, c'est pas ce qu'on a cru. Ton gamin est dans l'être. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, à propos de l'arbre, est-ce qu'on est d'accord que le gamin, littéralement, tous les soirs, il est là, j'ai peur de l'arbre, mais ferme les rideaux. Ah oui. Non, mais je suis d'accord, moi aussi, je me suis dit, mais ferme les rideaux, quoi. Mais les rideaux qui servent à rien. Non, mais attendez. Et le clown en face du lit. Bah, t'as qu'à pas le mettre en face du lit, Kevin! C'est quoi le problème? Alors, déjà, qui sont ces parents qui achètent des clowns à leurs enfants? À un moment, faut arrêter les conneries. C'est pas possible, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce film parce qu'en fait, je crois que tout est une blague. Bon, moi, la seule chose, je crois, qui m'a plus ou moins fait c'est bon l'aspect TCI, le fait d'utiliser une vieille télé cathodique où elle entre un petit peu en communication. Alors, bien évidemment, ça ne se passe pas comme ça, mais on sait qu'il y a des expériences un petit peu dans le passé parce qu'il y a plus de télé comme ça où des gens utilisaient les télés cathodiques pour faire de la TCI. Moi, je le faisais quand j'avais 13 ans. 12-13 ans. Avec les magnétoscopes ou pas? Oui. J'avais une télé comme ça, cathodique, dans ma chambre avec un magnétoscope et je faisais, je savais pas que ça s'appelait comme ça à l'époque, mais je faisais des séances de TCI avec ma télé, mon magnétoscope et avec des enregistreurs cassettes. Sinon, jamais. C'est génial. Enfin, moi, j'adore ces vieilles techniques que j'aimerais bien reproduire des fois sur des enquêtes. Mais là, on va dire que peut-être, voilà, le film commence avec quelque chose de bon, d'accord. Et puis en plus, l'aspect enfant qui peut communiquer avec les esprits. On sait que les enfants sont plus sensibles que les adultes. Bon, là, je m'étais dit bon, d'accord, c'est peut-être le seul truc vrai, outre le fait que dès le départ, en fait, on est sur un hors-sujet puisque le film s'appelle Poltergeist et qu'on est sur une enfant qui parle avec des esprits. Et là, on se dit dès le départ, ok, alors où est-ce qu'on va? On va dans quelle direction? Et on n'y va jamais, hein. On va jamais dans la direction du Poltergeist. Non. En fait. Alors si je peux me permettre, moi je trouve qu'il y a quand même un ou deux phénomènes quand même qui m'ont vraiment fait penser à des vrais phénomènes poltergeist. Par exemple, les objets qui traversent le plafond, qui se tordent et qui traversent le plafond.
vous voyez, à un moment, ça fait ça. Et ça, typiquement, c'est des C'est John phénomènes. King, ouais. Ouais, c'est des phénomènes qui peuvent être retrouvés effectivement dans des vrais cas de poltergeist. Tout à fait. Il y avait quand même 2-3 moments où on se disait bon, d'accord, ça peut arriver. Enfin, moi, je sais que j'ai une page et demie là de notes où j'ai listé vraiment à chaque fois le phénomène. Ça c'est nul, ça c'est bien, donc on va pas le faire. Hein. Mais il y avait 2-3 phénomènes qui étaient plus ou moins intéressants. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est que on se rend compte aussi à quel point, et ça c'est récurrent dans tous les films qui parlent de maisons hantées. Du coup, ça permet de parler de la réalité de qu'est-ce qui se passe en fait si on emménage dans une maison et qu'on se rend compte qu'elle est hantée ou qu'il se passe des trucs extrêmement graves comme genre mon fils se fait manger par un arbre, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est hyper compliqué. Et là on se rend compte que il y a cette mère de famille, parce que je crois que ce sont toujours les mères de famille qui essayent de faire quelque chose, qui va chercher cette personne qui est parapsychologue, qui est le docteur Lèche. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de tout ça, du fait d'aborder, voilà, maison hantée, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher qui? Est-ce que c'était bien de faire intervenir une parapsychologue? Bon, par exemple, si ça se passait aujourd'hui, je pense que les gens ont, et d'ailleurs enfin voilà, c'est ce qui se passe. Les gens sont plus enclins à venir nous demander conseil à nous, plutôt qu'à aller voir quelqu'un qui est qui serait parapsychologue ou enfin voilà. Alors, faut peut-être voir aussi au niveau de la culture américaine, française, parce que je crois que les gens, en effet, en France, en tout cas, n'ont pas l'habitude d'appeler des parapsychologues, parce que juste, je pense qu'ils ne savent pas qu'ils existent, tout simplement. Alors qu'en France, un petit peu, aux États-Unis, c'est un petit peu plus répandu. Donc, c'était peut-être logique à l'époque de faire venir un parapsychologue plutôt qu'un chasseur de fantômes, j'en sais rien. Et après, le médium, du coup. Toi, Vonette, t'en as pensé quoi, toi qui es parapsychologue? J'ai trouvé ça. Alors déjà, moi, il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup intéressée. Bon, déjà, effectivement, tu sens que c'est un peu la femme qui est à la tête de l'équipe. J'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé que l'équipe, du coup, qu'ils allaient recruter dans l'université était plutôt hétéroclite, c'est-à-dire qu'il y a une parapsychologue, et d'ailleurs, ça c'est pareil, c'est intéressant, qui dit en cours de film qu'en fait, elle est psychologue. Et ça, c'est hyper intéressant parce que typiquement en France, tu verras pas un psychologue s'intéresser aux fantômes. C'est la science et les fantômes, c'est pas possible en France. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant, et que ça mêle aussi un mec un peu touche à tout, qui lui vient avec les appareils, un qui est un peu la personne qui sert à tout faire dans le groupe. Enfin, j'ai trouvé ce groupe de chasseuses de fantômes plutôt intéressant. Et puis oui, ça m'a fait sourire, quoi, de voir la parapsychologue qui qui a un peu le savoir des livres, de voir les appareils qu'ils utilisaient, ce genre de choses. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Mais c'est vrai que vraiment par rapport à ce que tu dis précisément, hier quand on re-regardait le film avec Laetitia, quand on voit le père aller discuter et raconter les trucs, j'étais là, non mais genre ta gamine elle est dans la télé, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir des parapsychologues. Et en fait ce matin, en réfléchissant, je me suis dit, et en même temps il aurait fait quoi d'autre? Il serait allé voir la police en disant ma fille est dans la télé. Enfin tu vois, effectivement tu t'essayes de te tourner vers des gens qui peut-être vont t'écouter. Mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Que faire d'autre que d'appeler des chasseurs de fantômes ou autres? Est-ce qu'on appelle la police? Et c'est drôle parce que en France, en fait, dans les années 70-80, les gens appelaient la police. On a un policier très connu qui a fait un livre sur tous les phénomènes, qui s'y est intéressé. Et c'était le premier réflexe des gens, c'est pour dire à quel point en France, en fait, on n'a pas du tout de connaissances dans ce qui peut se faire dans ce milieu. Et ce qu'il faut faire si jamais ça arrive, en fait, parce que ça peut arriver d'emménager dans un lieu qui est habité, où les énergies ne cohabitent pas bien avec les nôtres. Et du coup, je trouve ça vachement... En fait, on peut voir à quel point il y avait déjà un écart dans les années 80, où en France, si on avait fait un film, ça aurait été avec un flic, je pense. Un flic qui débarque et qui dit, bon, voilà. Ah, mais complètement. Je sais pas. Mais d'ailleurs, comme tu dis, il y a encore pas si longtemps que ça, parce que du coup, c'était des phénomènes qui arrivaient beaucoup en campagne, et du coup, les gens allaient voir les gendarmes, et le gendarme auquel tu fais référence, qui est donc Émile Tizanet, lui, il était vraiment spécialisé là-dedans. Et c'est fou de se dire que non seulement les gens avaient le réflexe d'aller voir les gendarmes, mais que dans une gendarmerie, il pouvait y avoir un mec spécialisé là-dedans. Alors que maintenant, tu vas voir les gendarmes ou je sais pas quoi, ils te rayonnaient complètement. Ouais, ils vont te dire qu'ils ont pas que ça à foutre et tout ça. Enfin, oui, vous pensez vraiment?
Ah oui. Vous pensez que jamais personne les appelle pour leur dire il se passe ci, il se passe ça et qu'ils assistent à rien? Moi, je pense qu'ils ont dû assister à quelques phénomènes. Après, ils en parlent pas ouvertement. Oui, c'est peut-être ça effectivement, mais c'est clair que tu vois pas ce genre d'actualité apparaître. Mais non, mais c'est parce que c'est juste à l'image de la France. Alors déjà en France, on veut pas parler de ça. Si on parle de paranormal ou d'un fait de maison hantée, ça va être dans un tout petit encart, dans un petit journal de province. Enfin, tu vois, c'est pas des choses qui intéressent les gens. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais parlé avec une médium qui bossait officieusement, ce n'était pas du tout officiel, pour la police et qui était appelée sur des cas de disparition ou de meurtre qu'on n'arrivait pas à résoudre. Et je trouvais ça génial en fait. J'avais fait une interview d'elle et je trouvais ça fou et génial. Mais comme quoi, c'était pas possible de l'officialiser. Enfin, c'était vraiment pas possible quoi. C'est pas du tout accepté. Ouais, surtout que là, ce dont tu parles, c'est vraiment des cas de disparition. C'est déjà fou. Mais est-ce que, tu vois, qu'ils se disent, on peut peut-être essayer de faire appel au don de quelqu'un pour retrouver quelqu'un, soit. Mais est-ce qu'ils iraient jusqu'à croire un témoignage qui est en rapport avec le fantôme? Mais du coup, ça me questionne. Je suis hyper curieuse. J'ai envie d'essayer de parler à un gendarme de maintenant pour savoir, parce que je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Ce serait hyper intéressant de savoir s'ils sont appelés parfois sur des cas, alors probablement plus de poltergeist, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on n'en parle plus, mais il y a quand même des phénomènes qui se déroulent toujours, bien évidemment, puisque comme on l'expliquait dans le premier podcast, un phénomène poltergeist est surtout provoqué par une personne, donc ça peut potentiellement... Enfin, il n'y a pas d'époque, en fait, hein, ça se passait pas plus dans les années 70 ou 80, il y en a toujours, c'est juste qu'on n'en parle plus. Alors du coup, parlons de ce que tu disais tout à l'heure, Vonnet. Tu disais peut-être le seul phénomène qu'on pouvait rapporter au poltergeist, c'était les jotlings, justement. Ouais, et moi, j'ai trouvé aussi que c'était un moment intéressant, en effet. Les jotlings dans plusieurs sens, parce qu'en fait ils ont le phénomène des déplacements d'objets dans Poltergeist, il est évoqué plusieurs fois. Il est évoqué déjà dans ces couverts qui traversent le plafond, etc., et dont le père et la mère disent que ces objets ne leur appartiennent pas. Donc c'est pas des objets qui sont au premier, qui ont traversé le sol et qui sont atterris au rez-de-chaussée, c'est des objets qui se sont matérialisés pendant qu'ils traversaient le sol, alors qu'ils n'appartiennent pas à cette maison. Et il y a ça, et il y a le phénomène des chaises aussi, l'espèce de montagne de chaises qui est, je crois, le premier phénomène qu'on voit dans le film. Ça, c'est pareil, c'est un phénomène qu'on peut rattacher un peu au phénomène de poltergeist. Tout à fait. Et il y a aussi, je crois, quand tout le monde intervient dans la maison et qu'ils commencent à faire leurs expériences, avant que y ait cette scène de marmelade, il y a une scène avec des bijoux qui passent à travers le plafond, qui vient de la chambre du coup. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque notre célèbre château de Fougeray a eu une période en fait où il y a eu des phénomènes de jotlings. Alors il y en a un petit peu moins, mais il y en a toujours. Et en fait, dans les témoignages de personnes qui ont pu assister réellement à ces jotlings, parce que souvent en fait les objets sont retrouvés après ou ils sont projetés ou machin. Dans les personnes qui ont vu ça, en fait, ils décrivent. Alors, il n'y a pas de marmelade, hein, désolé de vous décevoir, les gens. Non. Mais oui, non, mais quelle déception immense. Oh là là, moi je m'en vais, s'il n'y a pas de marmelade. Mais par contre, les gens décrivaient une scène qui est quand même assez hallucinante. Alors, je vais parler entre autres du phénomène qui est arrivé au fils de la propriétaire, qui est donc hyper sceptique, qui ne croit pas forcément à tous ces phénomènes. Et en fait, il a commencé à avoir une tache noire au plafond. Une tache noire qui commençait à ressortir un peu. Alors lui, il croyait que c'était une fuite d'eau qui était assez imminente et que d'un coup, beaucoup d'eau allait tomber au point de casser le plafond. Et en fait, il continue de regarder. Et donc là, il voit au plafond cette sphère qui commence à sortir et d'un coup, ça tombe sur le sol juste devant lui et il se rend compte que c'est une boule de croquet. Et cette boule de croquet, en fait, appartient à un jeu de croquet qu'il y a au château de Fougeray et ils vont se rendre compte par la suite qu'en effet, elle était bien manquante, tout ça, mais c'est juste hallucinant en fait d'avoir observé un phénomène comme ça, et ça c'est un phénomène de jotling, et donc malheureusement voilà, il n'y a pas de marmelade. On aimerait bien parce que c'est joli ce rose là, ça a l'air doux. Bah oui, puis si t'as une petite tartine sous la main, tu peux te faire un peu là, un petit breakfast. Voilà, c'est parti. Faut profiter, écoute. Faut savoir vivre, hein, je suis désolée. Bien sûr. Il faut savoir vivre, tout à fait. Avec une petite tisanonnette, et puis voilà, on est parti. Et hop, à minuit on est couché. Et voilà, tout le monde a deviné
deviné qu'on avait 40 ans. Hein, donc, ouais, c'est clair. Alors, est-ce qu'on peut parler 2 secondes, s'il vous plaît, de cette chère Tangina? Est-ce que moi, quand je l'ai vue entrer dans la pièce avec ses Ray-Ban, je me suis dit, c'est nous, hein, dans 30 ans, quand on aura plus de style parce qu'on sera trop vieille, mais qu'on voudra quand même aller enquêter, mais qu'on devra mettre une touche de style avec des Ray-Ban. C'est nous, on est d'accord? Alors moi, j'ai déjà les Ray-Ban. Donc, Et tu manques une robe à fleurs. Voilà. que je dois avoir quelque part dans un placard. Prochaine enquête. Mais c'est vraiment nous dans 30 ans, hein. Mais elle est géniale, cette Tangina, on l'aime beaucoup. Oh, oui. Moi, je m'identifie quand même beaucoup plus à la psychologue. Oui. Tu sais, un peu la vieille pince sans rire qui croit tout savoir et qui regarde les gens de haut, tu sais. Genre, et qui finalement se retrouve complètement idiote quand il y a la première apparition. C'est exactement ce qui nous arrive au quotidien. Voilà, c'est exactement ça. Mais Tangina, elle est cool, ouais. Je trouve juste que ce personnage, il est absolument exceptionnel. Il est très peu réaliste parce qu'il y a aucun médium qui ressemble à ça. Mais juste, il est, c'est Spielberg, quoi. Là, c'est vraiment la touche Spielberg. Et quand je l'ai vu, je crois que j'ai rigolé du début à la fin. Ne serait-ce que, en fait, tout son personnage est génial. Et vraiment, je n'osais visualiser avec nos Ray-Ban là en me disant putain, on sera tellement stylé dans 30 ans quand on sera en train de faire de la chasse aux fantômes. C'est ça, quoi. Bah, on est déjà un peu stylé, je crois. On est beaucoup trop stylé, beaucoup trop. Bon, alors petite conclusion, à part dire que ce pauvre enfant, ce fils a été complètement traumatisé et vraiment victimisé dans ce film, on est d'accord que c'est vraiment bullshit du début à la fin, a priori. Bah moi en tout cas en enquête, j'ai jamais vu de tête de squelette sortir d'un placard, mais bon. Moi, si je vois un arbre ou alors un clown, non, c'est ma pire phobie, quoi. Un clown qui commence à bouger ou alors qui est assis sur une chaise puis d'un coup il est plus sur la chaise, mais moi je crame la baraque. Tu sais, alors que le clown il est tombé, genre il y avait du vent, la meuf j'en ai rien à foutre. Je vais cramer tout le voisinage. Et puis n'ayez pas peur les gens, il n'y a pas de placard qui donne accès à des 4e dimensions où vos enfants vont se faire aspirer. A priori tout ça ne va pas se passer, vous pouvez être tranquille. La seule chose, ça pourrait être des phénomènes de Jotlings, et une fois de plus c'est extrêmement rare. Il y a eu quelques études, mais ne vous inquiétez pas, je pense que Spielberg était vraiment dans une fiction à 100% et qu'on n'a pas trop à s'inquiéter, hein. A priori ça va pas arriver chez nous, on est d'accord? Oui. Normalement ça devrait aller. Ne faites pas construire vos maisons sur des cimetières. Alors, 2e film, les filles, on va parler du projet Blair Witch. Voilà. Josh, is that you down there? Josh. Alors, première chose, je veux savoir comment vous avez découvert ce film, quand, dans quelles conditions, est-ce qu'il vous a fait peur? Parce que moi, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Allez-y, racontez-moi. Alors, moi, c'était au cinéma, hein, tout simplement. Je suis allée le voir au cinéma. C'est un des tout premiers du genre, donc ou en tout cas connu. Et c'était assez incroyable, oui, c'était flippant. Moi, j'ai flippé. Je pense que j'ai même pas dormi pendant une semaine à cause de ça, quoi. Pour l'époque, c'était assez incroyable. Vonette, du coup, toi, tu l'as découvert quand Alors, attention, moi, je vais doublement vous choquer, donc j'espère que vous êtes assis et assises. Ouais. Je suis allée voir au cinéma. Oh la vache. Attendez. Attendez. Deuxième choc, je suis allée le voir au cinéma tout seul. Oh la vache. Alors, voilà, surprise, hein. Attends, je suis un death drop. Elle va arriver dans le salon en voguing. Elle a été au cinéma toute seule. Bon, là, vous pouvez pas voir, mais je suis en train de faire du voguing. Moi, j'avais vu quelques pubs. Et dès la première pub, c'était je ne faisais qu'attendre la sortie du film. Et quand il est sorti au cinéma, je suis allée le voir toute seule, genre en mode il y avait pas moyen que je ne vois pas ce film. Moi, j'ai été emportée dans la vague Blair Witch dès la première seconde. T'as eu peur? J'étais terrorisée. Mais terrorisée. Et la nuit d'après, donc c'était le soir en plus, je suis rentrée chez moi et il y a eu un orage horrible la nuit d'après, alors que déjà j'arrivais pas à dormir et il faut savoir que j'ai peur des orages et c'était non j'ai eu très très peur. Alors moi je l'ai découvert comme vous au cinéma, donc il est sorti en France en 99. Moi à cette époque en fait j'habite en banlieue et il n'était pas diffusé dans tous les cinémas ce film. Donc moi j'avais dû monter avec des potes à Paris et je me souviens je l'avais vu au cinéma de Gaumont-Montparnasse.
Et en fait, je sais que c'est mes potes qui m'avaient traîné pour le voir, mais moi, je savais rien de ce film. Et je vois l'affiche. Alors, je vais vous lire le pitch de l'époque parce qu'en fait, moi, je suis complètement tombée dedans. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches que beaucoup de gens étaient tombés dedans. Le pitch de l'époque, qui est écrit sur l'affiche et qui était utilisé dans les bandes annonces, c'était en octobre 94, 3 étudiants réalisateurs disparaissent dans les bois près de Burkittsville, je crois que c'est ça, alors qu'ils filmaient un documentaire. 1 an après, la vidéo a été retrouvée. On parle quand même d'une époque où il n'y a pas Google, on n'a pas Internet à l'époque. Pour faire des recherches sur des films, il faut regarder une émission qui passait le dimanche à la télé et où il parlait pas de ce genre de trucs. Ou alors, je sais même pas comment on faisait des recherches à l'époque, mais moi, du coup, je vois ça. Je l'ai pris pour argent comptant, en fait. Pour moi, c'était véritablement une vidéo qui avait été retrouvée après la disparition de 3 réalisateurs. Et quand j'ai vu le film, j'ai été extrêmement effrayée parce que c'est une époque où j'avais encore très très peur de ça. J'ai très peur des forêts de base, mais alors là, depuis c'est foutu. Moi, j'ai un traumatisme sur les forêts, c'est même pas la peine. Je le vois, je sors du film, j'avais encore le cœur qui battait la chamade, je l'ai eu, je crois, j'étais en tachycardie, je sais pas pendant combien de temps après, mais c'était horrible, j'étais dans un autre monde, vraiment, c'était pas ma réalité. J'ai fait des cauchemars pendant des jours, bref. Et pendant des jours et des semaines, même, j'ai envie de dire, et même, je crois, peut-être des mois, j'ai vraiment pensé que j'avais vu une véritable vidéo. Pour moi, c'était pas un film d'horreur. Donc, je suis vraiment tombée dans le panneau. Et alors, je vais vous dire à quel point, parce que je me suis toujours sentie très conne à l'époque de me dire, putain, mais comment t'as pu ne pas voir que c'était un film? Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, ce film, cet effet caméra à l'épaule et tout le peu de moyens, on va y revenir, qui ont été mis en place sur ce tournage, ont apporté un aspect tellement réaliste que après le tournage, en fait, les gens appelaient la famille des acteurs pour dire on est désolé, on a vu ce qui s'était passé pour votre enfant, il a disparu. En fait, ça a très très bien fonctionné. Et c'est comme ça, en fait, qu'avec 0 moyen, le réalisateur a réussi à faire sa promo et ça a marché à merveille. Il y a un autre truc aussi qu'ils avaient fait au niveau de la réal qui a fait que, moi pour le coup j'ai tout de suite vu que c'était un film, mais j'ai trouvé ça en tout cas extrêmement bien fait. Je pense que tu vas nous en parler après au niveau marketing et tout, etc. Les mecs ils ont assuré. Ils ont. Moi, je me souviens que j'avais acheté un livre que j'avais perdu entre-temps et que j'ai racheté là il y a pas longtemps. Il y a un livre qui était sorti, je sais pas, genre 3 ou 4 mois après, et c'était un beau livre avec des photos, etc. Et c'est genre l'enquête policière pour les retrouver. Et ils sont allés super loin dans le livre. Hein. Il y a des faux, comment on appelle ça, des faux enregistrements de témoins. Il y a ils sont allés vraiment très très loin. Et c'est vraiment le livre de l'enquête pour retrouver ces trois je sais pas comment on dit, vidéo makers. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que par rapport à ce que tu disais par rapport aux acteurs et actrices vraiment où les gens justement pensaient qu'ils avaient vraiment disparu, ils ont fait un autre truc qui depuis est repris vraiment par beaucoup de found footage, mais qui à l'époque était précurseur pour les found footage, parce que c'était pas le premier found footage. Il y en a eu un autre avant que j'ai en DVD et que j'ai forcé Laetitia à regarder il y a pas longtemps. qui est nul, qui s'appelle The Last Broadcast, et ils doivent vraiment avoir les boules parce que ça n'a pas marché du tout. Il est tellement nul que je m'en souviens même pas. Donc non, il est vraiment nul. Non, mais même moi, je l'adore, mais il est nul. C'est en fait ce qu'ils ont fait et qui a aussi, je pense, contribué à ce que les gens pensent que c'était vrai, c'est que les acteurs ont gardé leur prénom. Et c'est quelque chose qui est très utilisé même dans les Paranormal Activity. Heather s'appelle vraiment Heather, Josh s'appelle vraiment Josh. Et du coup, quand tu faisais un peu des recherches sur ces gens-là, ils existaient vraiment. Donc c'était ça ajoutait à la confusion totale. Ouais, on est d'accord qu'aujourd'hui ça ne pourrait plus arriver parce que déjà il y a Google et qu'on est tous des petits enquêteurs et qu'on sait tous retrouver des infos. À l'époque, moi je trouve que ça a rajouté, pour moi c'est extrêmement malin, c'est génial en fait, c'est génial de penser comme ça. Et on est quand même sur une audace totale parce que le réal à l'époque, il fait son tournage alors attendez, j'ai pris mes notes, avec $35,000, il réalise son film. Il a écrit 35 pages de scénario, aucun dialogue, c'est-à-dire qu'il a les scènes, mais il demande à chaque fois à ses acteurs d'improviser. Ils partent 8 jours dans les bois, donc ça c'est les conditions réelles. Ils vont vraiment dans cet endroit, dans le Maryland. Il demande à ses acteurs, parce qu'on est vraiment sur une petite prod, de tout faire. C'est-à-dire que parfois ils vont chercher la bouffe, parfois ils tiennent la caméra, ils sont pas seulement acteurs. Et en fait, très rapidement, les tensions qu'on voit apparaissent réellement entre les acteurs sur le plateau de tournage. Et tout ça, en fait, c'est la recette
du projet Blair Witch et d'un des films les plus successful du cinéma d'horreur. C'est incroyable, hein, parce que on aura un autre exemple après de films qui avaient zéro budget quasiment pour faire, et en fait des films qui ont vraiment hyper bien fonctionné. Et parfois, bah tu vois, là typiquement, on est vraiment sur le type de cinéma que j'aime, hein, c'est-à-dire du cinéma qui suggère, sans effets spéciaux, et ça fonctionne. Ça fonctionne trop bien. Et tu vois, le marketing que tu décris, Renette, il est tellement malin, c'est génial, quoi. Oui, je crois même qu'ils avaient justement forcé les trois acteurs, Josh, Mikey et Heather, à se cacher pendant la sortie, enfin les premiers mois en fait où le film est sorti. Ils leur ont demandé de se cacher pour que les gens croient vraiment qu'ils avaient disparu. Non, mais c'est génial. Alors, reprenons un peu le pitch. Est-ce que tu peux faire le pitch, Vonette, toi qui l'as vu, tu peux nous raconter le pitch Du coup, le Blair Witch, en fait, il y a deux histoires qui se mêlent, deux légendes qui se mêlent, mais dont l'une est plus prépondérante que l'autre, qui serait donc la partie d'une petite fille qui était un petit peu étrange, bon bref, et qui vivait donc au village de Blair. Et en fait, cette petite fille a été, comme on dit, excommuniée en fait par les habitants du village parce que ils pensaient qu'elle était sorcière, etc. Et en fait, elle a été poussée dans les bois, elle a été torturée, ils l'ont accrochée à un arbre, ils l'ont battue avec des branches, enfin ils ont fait des trucs absolument horribles. Et donc, alors je me souviens plus s'il la tue ou en gros s'il la laisse, il la tue, voilà. S'il la tue, ouais. Il la tue. Et ensuite, après, il commence à se passer des choses aux alentours de ce village, mais pendant plusieurs siècles en fait. Donc il y a vraiment cette légende de la sorcière de Blair, The Blair Witch. Et en fait là-dessus il y a un autre truc qui se passe qui pourrait ressembler à un fait divers, mais comme il mêle ça aussi un petit peu à la sorcellerie, c'est que au même endroit, on le voit bien dans le film, c'est à la crique à laquelle quand Josh, Heather et Mikey vont interviewer deux pêcheurs. Et en fait, ces deux pêcheurs se trouvent à un endroit qui s'appelle Coffin Rock. Et le truc, c'est que à Coffin Rock, et ça par contre dans le film, on te dit que c'est pas une légende, c'est réel. Il y a des campeurs qui ont été retrouvés assassinés en 1800 et quelques, et on retrouve sur place, à côté des corps de ces campeurs, des traces de rituels. Même la façon dont on dit que les corps des campeurs, quand ils ont été retrouvés, étaient attachés un peu, comme on dit, tête bêche, tête aux pieds, pour former un pentacle. Et donc tout de suite, c'est oh mon Dieu, c'est la sorcière de Blair. Et du coup, il y a voilà tout un truc qui se monte là-dessus sur la sorcière de Blair. Et donc ces trois étudiants cinéastes décident, enfin c'est Heather surtout qui décide de faire un documentaire sur la sorcière de Blair et de se rendre dans les lieux emblématiques de la légende, donc là où il y avait le village de Blair, dans la forêt, à Burkittsville et à Coffin Rock, et qui engage du coup ces deux acolytes et qui partent donc dans la forêt tourner un documentaire. Et ce qui est génial justement avec ce film, c'est que quand tu regardes bien, ça se joue à 3 scènes. Hein. Je crois qu'il y a 3 scènes où il se passe vraiment quelque chose de très très fort pendant la nuit. Les dents. Ah non, pardon. J'ai cru que t'allais parler des dents. Alors pour moi, la scène la plus traumatisante, c'est la scène de la tente. Avec on y revient toujours. Les rires de gamins, ça tape sur la tente et ils partent dans les bois. Moi, cette scène, à l'époque, elle m'a... Alors maintenant, c'est évidemment, on en revient à la discussion du début. Quand je regarde ce film, maintenant, il ne me fait absolument plus rien. Évidemment, parce qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Mais à l'époque, c'était horrible, en fait. Quand je l'ai vu au cinéma, j'ai cru décéder d'une crise cardiaque. C'était affreux. Et alors, si on veut justement faire un comparatif avec ce qui pourrait se passer dans la réalité des enquêtes, est-ce qu'il y a des cas comme ça? Est-ce que ça pourrait se produire, tous ces phénomènes hyper sensationnels? Vous en pensez quoi? Parce que, outre le film qu'on adore, quelle est la réalité des phénomènes dans tout ça? Une hantise réelle qui pourrait y avoir. Là, du coup, c'est un peu confus justement dans l'histoire. Tu comprends pas si elle est morte, si c'est son fantôme, parce que quand les gens la décrivent, ils disent quand même que c'est une personne qui est toute poilue, machin. Ça ressemble même pas à un humain. On dirait que il y a une bonne transformation de monstre. Il y a aussi, je crois, quelqu'un qui l'a décrit comme si elle glissait, donc ça fait aussi un petit peu fantomatique. Enfin, c'est un petit peu étrange en fait. Donc déjà, c'est difficile à définir. Mais est-ce que vous pensez à un cas qui pourrait appeler une histoire avec des sorcières, où il y a des phénomènes extrêmement violents? Parce que pour moi, les phénomènes de Blair Witch sont trop violents, par exemple. Je trouve qu'ils sont trop sensationnels.
Il y a un phénomène qui est justement détaillé dans le film et qui a été retrouvé dans une série de meurtres. Et ça, c'est Laetitia qui va nous trouver le nom du serial killer car je l'ai oublié. Parce que à un moment aussi dans Blair Witch, il parle aussi des meurtres de Rustin Parr et qui aurait été une sorte d'ermite. Alors je me souviens plus de la période exactement, mais c'est plus proche de la période à laquelle Heather, machin et bidule vont dans la forêt. Ça s'est passé quelques années avant. Ça aurait été un ermite dans la forêt qui aurait tué un ou une enfant, je me souviens plus, et qui dit qu'il l'aurait fait parce que la sorcière de Blair lui a dit. Et je me souviens très bien que lorsque ma femme regarde des trucs de serial killer, je crois que c'est Berkowitz, tu vas nous dire si c'est ça. Le fils de Sam. Voilà, le fils de Sam, qui dit aussi qu'il a tué des gens parce qu'il entendait quelqu'un dans un chien. Un chien, ouais. Voilà, qui aurait du coup pris un truc un peu paranormal et qui lui parlerait dans sa tête et qui lui dit de tuer des gens. Donc ça déjà c'est un truc qu'on a réellement vu dans la vraie vie. Après en termes de fantômes, finalement dans Blair Witch, comme on le dit, tout est un petit peu les frontières sont un peu biaisées en fait, parce qu'on est plus sur de la sorcellerie que du fantôme, mais il y a quand même cette notion, justement Vanessa, tu parlais des gamins là qui viennent appuyer sur la tente là parce qu'on entend que c'est des rires de gamins. Donc là on se dit quoi ? On se dit ok, c'est les fantômes des gamins qui sont revenus, les gamins qui ont été assassinés, qui sont revenus. Enfin, c'est hyper bizarre parce que tu ne sais pas si tu as affaire à un fantôme, à des fantômes, ou si tu as affaire à un tueur en fait, un tueur ou une tueuse qui met les enfants comme Rustin Parr, un dans un coin pendant qu'il tue l'autre de la pièce, pendant qu'il tue l'autre et qui après va chercher l'autre, etc. Et du coup, la frontière entre sorcellerie, tueur et fantôme, elle est hyper brouillée en fait, je trouve, dans Blair Witch. Ce qui rajoute justement à l'intrigue. Exactement. Et alors, il faut savoir que encore aujourd'hui, il y a des gens qui débattent sur la fin. Et je suis tombée du coup sur des forums qui étaient hyper intéressants parce que en fait, il y a plein de gens qui éloignent évidemment la piste de la sorcière ou du paranormal, mais qui sont sur une piste normale. Et en fait, il y a des gens qui émettent l'hypothèse qu'en fait, c'était Josh et Mike qui ont tué Heather, que c'est Heather à la fin, la dernière qui tombe, et que ils étaient tellement saoulés pendant le tournage par sa présence, par sa personne, en fait, qu'ils lui tendent un piège, et qu'en fait, que quand Josh prétend, tu comprends dans le film qu'il a été enlevé par la sorcière de Blair, en fait, il se serait caché, tout simplement, que c'était un piège pour attirer Heather dans la maison et la buter. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, toutes les théories qu'il y avait, parce qu'en fait, t'as tout et n'importe quoi. Et que ça a vraiment créé une passion, tu sais, chez le spectateur. Alors, moi, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Venette, qui était hyper intéressant, t'en revenais au fait que ce qui peut se passer ce qui peut paraître des phénomènes paranormaux sont parfois des véritables phénomènes où des gens tuent d'autres gens en prétendant qu'ils ont été, ils ont entendu des voix ou on leur a dit de tuer. Et il y a un phénomène qui s'est passé justement il y a pas très longtemps, en 2014, par rapport à Slenderman. Donc on est vraiment sur du creepypasta, et pour moi c'est ça, Blair Witch en fait c'est du creepypasta. Et vous en avez peut-être entendu parler, je pense, ces deux ados en fait qui ont attiré une de leurs copines, ou en tout cas une fille de leur collège, dans les bois, et qui l'ont tuée, et elles l'ont poignardée 19 fois, et quand elles ont été arrêtées par la police, elles ont dit qu'elles avaient entendu Slenderman leur dire de la tuer. Et c'est vraiment ce qu'elles ont utilisé au procès, ce qui est complètement absurde, mais qui rappelle un petit peu de nombreuses histoires, comme Amityville, on va y revenir, mais il y a beaucoup d'histoires où des gens ont tué des gens en disant que c'était le démon, que c'était un monstre, que c'était machin. Et c'est intéressant en fait de se dire que là, évidemment, je pense que le réal a voulu faire du cinéma d'horreur, donc pour lui c'est la sorcière de Blair, mais qu'en vérité, quand tu réfléchis un petit peu, en fait c'est juste simplement des humains, quoi. Alors c'est marrant parce que oui, complètement. Et d'ailleurs, moi, ma théorie, mais depuis les premières fois où j'ai vu ce film, pourtant moi qui suis à fond dans la sorcellerie et dans le paranormal, c'est que moi je pense que c'est Heather qui les tue en fait. Je pense que c'est toi, tu penses ? Ouais, je pense que c'est Heather qui parce qu'on le voit, un des problèmes qu'ils ont avec elle, justement, que Mikey et Josh ont avec elle, c'est qu'elle est trop à donf, en fait. Elle est beaucoup trop à donf. Et en fait, moi, je pense qu'elle est tellement à donf que, quelque part, elle a voulu rendre la légende vivante et qu'elle les a tués, quelque part, pour devenir la sorcière de Blair. Ah, et qu'elle devient après la sorcière de Blair, c'est ça ? En tout cas, pour devenir la sorcière de Blair. Après, pour son documentaire, c'est ça ? Ouais.
Exactement. Et alors, du coup, ça me fait une parfaite transition puisque le film d'après est ton deuxième film préféré, Vonette, et c'est un autre film filmé en caméra à l'épaule. Paranormal Activity. C'est ma fête aujourd'hui. C'est pas mon préféré de la série, hein, le 1. Alors moi, c'est mon préféré. Moi, je déteste les autres. Ah ouais. T'as détesté le 3 avec Toby? Mon Dieu! Oui, mais parce que en fait, ça revient à ce que je disais au début, ça devient trop sensationnel par la suite. Pour moi, en fait, ils ont parfaitement réussi à jauger la peur et le suspense dans le premier, et pas dans les autres. Et c'est parti trop après, un petit peu comme les Conjuring, en fait, qui ont pas su s'arrêter. C'est parti, genre, faut absolument qu'on sorte un Paranormal Activity, et c'était vraiment pourri, quoi. Donc le premier, par contre, est sorti en 2009. Alors, toujours cette question, comment vous l'avez découvert et qu'est-ce que vous avez ressenti? Aussi au cinéma, hein. Moi, j'allais beaucoup au cinéma, et c'est vrai que les Paranormal Activity, quand t'es plongé dans le noir et que tu t'y attends pas, non, là vraiment tu sursautes, quoi. Du coup, Laetitia, toi, t'as plutôt eu peur quand tu l'as vu. Oui, j'étais impressionnée, on va dire. Ok, pas vraiment de la peur, impressionnée. Pas vraiment de la peur, mais impressionnée, oui. Et alors, du coup, Vonette, toi, quand tu l'as découvert, c'était aussi en 2009 à sa sortie? Je l'ai découvert à sa sortie, mais pour le coup, j'allais déjà plus dans les lieux publics, donc je peux dire que je l'ai téléchargé ou c'est illégalement? De façon un petit peu sous le manteauesque. Voilà. Et ouais, donc je l'ai téléchargé, je l'ai regardé chez moi. Alors, comparé à Blair Witch, j'étais morte de rire du début à la fin. C'est-à-dire qu'il m'a pas fait... Ah si. Oh, c'est drôle. Oh, le moment où elle se fait tirer par le lit, mais moi j'étais morte de rire. La meuf, elle se prend une gamelle sur le sol. Tu te dis, elle s'est cassée la mâchoire, c'est obligé. Enfin, non, moi j'ai adoré, mais par contre, ouais, non, pour le coup, il m'a fait beaucoup rire. Mais ça reste un de mes films préférés. Enfin, c'est une de mes séries préférées. Il est dans mes 5 films préférés, quoi. Alors, moi, je l'ai découvert aussi en 2009, et tout comme toi, Vonette. Pour une fois, je n'ai pas vu ce film au ciné. Tu l'as demandé à Monsieur Torrent, toi aussi? Exactement. D'accord. Je vois qu'on a les mêmes dealers. Et tout simplement parce qu'à l'époque, en fait, on était tombé sur la bande-annonce avec mes potes, et une fois de plus, tout comme Blair Witch, marketing de malade. Je sais pas si vous vous rappelez la bande-annonce de Paranormal Activity, ce n'est pas une bande-annonce de film, c'est simplement des gens dans une salle de cinéma qui sont filmés, complètement terrifiés, où tu entends juste ce qui se passe. Et je me suis dit, c'est ouf. Et j'avais déjà extrêmement peur, et on s'était promis avec mes potes quand ils sortaient qu'on le regarde ensemble, ce qu'on a fait. Moi, j'ai eu la peur de ma vie, sans surprise, mais en effet, si je le voyais aujourd'hui, donc là, je l'ai revu, il me provoque absolument rien. C'est-à-dire que, bien évidemment, maintenant, je le regarde avec des yeux experts, où je me dis, mon Dieu, mais il y a peut-être 2-3 trucs où tu dis, d'accord, la porte quand elle bouge un peu, machin, les bruits de pas, oui, c'est des phénomènes qu'on peut retrouver, mais sur le coup, moi, je trouve, en fait, une fois de plus, et c'est ce genre de cinéma que j'aime, déjà l'aspect caméra à l'épaule exceptionnel, le fait de faire monter la tension, il se passe rien en journée, et la nuit, tu sais qu'il va se passer un truc, donc à chaque fois que la nuit tombe et que ça filme en caméra de surveillance, tu dis, putain, c'est bon, qu'est-ce qui va se passer? Et ça marche à merveille sur moi. Moi, je suis un parfait cobaye pour ça. Donc moi, j'ai été totalement traumatisée. Et après, en fait, à partir de 2009, moi, j'ai commencé à aller sur le terrain. C'est là où j'ai commencé à faire des voyages aux États-Unis, et où je me suis rendu compte qu'en fait, on était bien loin de la réalité des films d'horreur. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel? En fait, qu'est-ce qu'ils nous ont vendu? Alors, pour revenir un petit peu sur le film, et c'est exactement la même recette que Projet Blair Witch, on est sur un film à $15 000 de budget. Alors, l'histoire, je la trouve géniale. Oren Peli emménage un jour dans une maison avec sa femme qui, elle, est réalisatrice. Lui ne l'est pas. Il n'a jamais réalisé de film de sa vie. Ils emménagent dans une maison, il commence à se passer des petits trucs, voilà. Et puis sa femme, qui est un petit peu plus sensitive, dit voilà, bon, c'est probablement hanté, machin. Ça lui inspire une histoire. Le mec, il a très peu de fric, il est pas réalisateur, il a vu un film d'horreur dans sa vie, c'est L'Exorciste, et ça l'a traumatisé. Il n'a aucune connaissance du paranormal. Il a l'audace de vouloir réaliser ce film. Il fait un petit casting. Il tourne le film chez lui pendant 1 semaine. Et voilà la recette de Paranormal Activity avec 0 moyen. Et je trouve ça, une fois de plus, génial. Le mec a
a construit un empire, puisque je sais pas, il y a eu combien de Paranormal Activity après? Il y en a eu 6, 7? 5, 6, hein. Ouais, parce qu'après, il y a eu les Asiatiques, il y a eu un oui, japonais, Tokyo Night. Qui est mortel. Tout à fait. Et il est sorti à peu près, je crois, 1 an après, je crois. Mm. 1 an ou... Mais après, en fait, voilà, c'est peut-être ce que je reproche à ça. L'effet de mode, en fait, a fait que les films sortaient trop vite, étaient toujours plus sensationnels. Enfin, c'était infernal, mais je trouve que le premier, voilà, cette recette-là en fait, on va peut-être demander aux réalisateurs de pas avoir de budget et de sortir de leur zone de confort pour faire des films, parce que je trouve que c'est plutôt réussi, en fait. C'est top. C'est clair. Donc, ce mec a quand même fait un film sans rien connaître du paranormal, en se basant des idées préconçues qu'on peut tous avoir. Et bon, en effet, tu décris une scène, Vonette, la scène où elle se fait tirer par les pieds, où elle se casse probablement la mâchoire. Bon, c'est assez ridicule. Le fait aussi qu'elle ait cette idée préconçue, là, soudainement envie de tuer tout le monde parce qu'elle serait possédée, machin, ça c'est très américain, c'est pas... Non. Mais il y a quand même 2-3 trucs qui sont intéressants. Donc, comme je disais tout à l'heure, les bruits de pas, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui vous a fait dire « Ah, pas mal » Rien. Ah putain. Le film lui inspire que dalle. C'est vraiment de la merde. Non, c'est plus dans le 3, en fait, où il y a une technique qui m'a parlé, je sais plus si c'était le 3 ou le 4. Une technique d'enquête, je me rappelle plus trop. Alors, c'est pas vraiment une technique d'enquête, enfin, c'est la Kinect. Ah oui, tout à fait. Et là, je me suis dit, mais ouais, en fait, ça pourrait se rapprocher de ce qu'on peut faire. Et alors, toi, du coup, Vonette, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait des phénomènes qui étaient intéressants ou apparemment, t'as rigolé, hein? Non, oui, non, mais c'est les trucs trop qui en fait, c'est les trucs extrêmement clichés qui m'ont fait rigoler. Après, il y a quand même des trucs effectivement qu'on peut retrouver qui vont plus s'apparenter à ce qu'on vit. Par exemple, la porte qui va doucement bouger toute seule. Tout à fait. Bon, bah voilà, ça, les enquêtes, effectivement, ça ressemble à ça. Et l'autre truc que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'usage de la farine pour l'empreinte des pieds, puisque c'est une technique qui était utilisée, 80-90 par les chercheurs en parapsychologie, qui consiste à mettre une fine couche de farine sur un objet ou sur le sol, de façon à ce que si l'objet bouge ou si une entité marche sur le sol, on voit ces traces de pas. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt intéressant là-dessus. Et un des phénomènes aussi qui me secoue, mais pas dans le bon sens du terme, c'est bien évidemment, vous le sentez venir, la planche de Ouija. Putain, qu'est-ce que ça peut m'énerver. Donc en fait, c'est Mika, le mec parce que c'est pareil dans Paranormal Activity, ils ont aussi gardé leur nom, donc leur prénom. Donc Mika, c'est le mec du couple qui un jour décide. Qui est une véritable ordure, hein, est-ce qu'on peut le dire. On a envie de le buter. Il lui met tout sur le dos. Masculinité toxique. Toxique à mort. Toxique as fuck. Déjà, il s'appelle Mika, donc bon voilà. Mais il décide de ramener une planche Ouija un jour parce qu'il trouve que sa meuf elle a pas assez. Voilà, il trouve qu'elle a pas assez peur et qu'elle se fait pas assez traîner sur le sol avec la mâchoire cassée. Et du coup, pour la faire courte, pendant la nuit, la planche de Ouija prend feu toute seule. Bon. Quand est-ce qu'on arrête avec le Ouija, quoi? Voilà. Ah mais ça, de toute façon, en fait, si on revient sur la discussion du début où comment faire un film d'horreur et quelle est la bonne recette, mettre que du bullshit et des trucs sensationnels, le Ouija est vraiment ce qui inspire le plus les films d'horreur avec les démons. Et je pense qu'il y a aucun film où il tape dans le juste quand il parle de Ouija, en fait. Hein. Jamais. C'est toujours hyper grave. Et de toute façon, quand tu vois que il y a des vrais enquêteurs aux États-Unis qui disent que le Ouija, de toute façon, démons, zozo et compagnie, à partir de là, je vois pas comment des réalisateurs qui ne s'y connaissent pas ne feraient pas l'erreur, en fait. Tu vois, c'est... Malheureusement. On fera peut-être une spéciale Ouija, je ne sais pas, Spirit. Ah ouais. Et on en parlera, mais moi, je voulais parler aussi de la dimension psychologique de ce film qui est hyper intéressante et qui, selon moi, fait aussi le film. Alors, outre le fait que son mec, on se rend compte qu'il est toxique et qu'il est affreux avec elle, il lui fout tout sur le dos alors qu'elle subit tout. Il y a aussi le fait qu'il se retrouve face à des gros phénomènes, que elle en a marre, en fait, qu'il fasse tout le temps ses expériences, son mec, et elle lui dit, c'est bon maintenant, on arrête avec les expériences, t'as eu ce que tu voulais, on se rend compte que c'est grave, maintenant on fait intervenir quelqu'un, parce que jusque-là, il voulait pas. Et en fait, on se rend compte, pour en revenir à la discussion de tout à l'heure, que quand on se retrouve dans une situation comme ça, qui potentiellement est grave, à quel point c'est compliqué de trouver quelqu'un, puisque là, clairement, le médium rentre dans la maison et dit, non, je ne peux pas. Et je pense que ça, c'est vraiment possible, en fait. Je pense que des médiums peuvent refuser des cas, hein.
Ouais, bah oui, bah à mon avis, il les refuse pas en disant il y a un démon, mais oui, c'est sûr même. Donc tu te rends compte un petit peu, enfin, je peux comprendre ce qui peut se passer au sein de ces familles, qui est que bah ok, si des médiums peuvent pas nous aider, on n'a personne pour nous aider, on fait quoi? Souvent tu peux pas revendre ta maison parce que tu revends pas une maison comme ça. C'est hyper chaud en fait. C'est hyper chaud. Et j'ai trouvé ça bien en fait qu'ils utilisent parce que c'est hyper dramatique et c'est une vraie situation. Sinon, tu crames la baraque pour toucher l'assurance, hein. Oh, Et puis ben tu vas voilà. pas t'emmerder, Écoute, hein. Moi, j'en viens toujours à brûler la baraque. Et voilà. Attention Venette, hein, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de... À quoi ça me faisait penser ce que tu venais de dire? Bah Manu, typiquement. Manu, comme on l'a rencontrée, parce qu'il se passait des trucs chez elle et qu'elle savait pas vers qui se tourner en fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Bah elle a appelé des chasseuses de fantômes. À savoir que nous, on se déplace très peu déjà chez les particuliers, que c'est pas si évident en fait, et qu'il n'y a pas une tonne d'enquêteurs en France qui se déplacent chez les gens. Donc, ouais, je pense qu'il y a une réalité aussi à ce niveau. Et souvent, les gens disent, mais pourquoi les gens parlent pas de paranormal? Bah non, mais tout simplement parce que c'est tabou en fait. Moi, quand je commence à en parler, les gens ils délient leur langue. Tout le monde me parle de fantômes, de phénomènes qu'ils ont vécu. Je pense qu'il y a un vrai problème en France avec ça et qu'en plus, on n'a pas de solution. Ça, c'est vraiment compliqué. Hein. Et ben voilà pour Paranormal Activity. Alors disons que si on devait faire un top 5 déjà par rapport aux autres films, on aime beaucoup ce film, hein, même si c'est un peu bullshit par moment, il est pas mal. On l'adore. Prochain film un peu plus complexe, et là il y a tellement de choses à dire, Amityville. What's all going on? We have to do something. Alors, on va être honnête avec vous sur un point parce que j'allais dire, première question, comment l'avez-vous découvert? On a eu un gros problème, c'est qu'on n'a pas réussi à le retrouver, donc aucune de nous ne l'a vu, mais en fait, il n'y a pas trop de problème avec Amityville puisqu'on connaît tous l'histoire, où on a lu le livre, où on a vu Indie Reboot, donc on sait très bien ce qui se passe dans Amityville. Moi, j'ai regardé des interviews, je vous l'avais dit. Donc en fait, intervient dans Amityville les Warren, mais on va se garder les Warren pour la fin parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Là, on va vraiment se concentrer sur Amityville et ce film qui est sorti, en tout cas le premier, parce que mon Dieu, il est sorti en 79, il a été inspiré d'un livre qui a été écrit à l'époque par rapport à ce qui se passait dans les années 74-75, et ça a inspiré beaucoup de reboots, beaucoup trop de choses, pour clairement une histoire, hein, on va tout de suite spoiler, c'est bullshit à mort, et on va expliquer pourquoi. Alors déjà, si vous avez un souvenir de ce film, les filles, qu'est-ce que vous avez pu en penser à l'époque, avant d'être chasseuse de fantômes? Est-ce que c'est une histoire qui vous impressionnait? Est-ce que c'est l'une des histoires les plus connues, hein, on est d'accord, Amityville? C'est clair. Oui. Alors moi, je dois dire que j'ai dû voir Amityville à peu près à la même période que L'Exorciste. Alors je devais avoir 12 ans. Et j'ai été beaucoup plus impressionnée par L'Exorciste que par Amityville. C'est ce dont je me souviens. De mes souvenirs, j'ai pas eu peur, en fait, tout simplement. Moi, j'ai eu peur. Voilà, je sais plus quel âge j'avais quand je l'ai regardé, mais ça fait partie des films qui m'ont fait peur. Ouais, moi je pense aussi. Alors pas au point de me traumatiser comme ont pu me traumatiser Blair Witch et l'Exorciste, mais ça m'impressionnait surtout parce qu'il fait partie de ces films où dès le départ on te dit inspiré de faits réels, et là tu dis oh putain. Et je veux dire, c'est quand même assez violent ce qui se passe dans l'histoire du film en tout cas, et tu dis non mais c'est pas possible, est-ce que c'est vraiment ça la réalité du paranormal? Il y a des gens qui vivent ça. Et bon, après, quand tu creuses un peu, malheureusement, non, il n'y a pas de gens qui vivent ça. Donc, c'est quand même fou, en fait, de se dire que l'une des histoires les plus connues, hein, puisque ça a vraiment attiré des millions, le livre déjà, puis après le film, est une histoire quasiment inventée de A à Z. Alors, si on reprend l'histoire à la base, au tout début, parce que... l'histoire dont on parle de la famille Lutz, hein, qui est venue emménager et qui a assisté au phénomène dans leur maison. Mais avant ça, il y avait eu ce meurtre absolument horrible qui a dû te fasciner, Laetitia, je pense. Où tu dois avoir un millier de théories. Je crois d'ailleurs que j'ai une question pour toi après. Où en effet, Ronald DeFeo, l'un des enfants d'une famille de 6 enfants, je crois, ou 7, tue tout le monde un soir.
Et une fratrie de 5 enfants, donc il tue ses parents, ses 4 frères et sœurs dans la même nuit. Et ce qui est impressionnant, en fait, alors c'est ça la question que je voulais te poser, c'est que on se demande toujours depuis comment c'est possible, parce que lui a longtemps clamé son innocence. Il a ensuite dit qu'il avait entendu des voix, qu'il avait été possédé. Toutes les personnes qui ont été tuées ont été retrouvées dans leur lit, sur le ventre. Et en fait, apparemment, il n'y aurait pas eu de signe de déplacement de corps après avoir été tués. Donc, ils ont vraiment été tués dans leur lit. Mhm. Mais bon, voilà. En fait, il y a un gros souci déjà de compréhension de ce meurtre qui est tragique, qui se passe dans cette maison. Ce jeune homme là, on sait pas trop ce qu'il essaye de raconter. Il est innocent, il est pas innocent, il est possédé, on sait pas trop. Et en fait, du coup, 1 an après, dans cette maison, emménage la famille Lutz. Et là, ils disent vivre des choses. Ça va aller crescendo, donc on a tout type de phénomènes. Hein. En tout cas, dans ce que eux disent vivre, il y a la petite fille qui parle avec une entité, apparemment un petit garçon, mais quand elle le décrit, il ressemble à un cochon. Il y a le père qui est plutôt qui entend des voix. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Oui, par rapport au cochon, justement. Il s'agissait en réalité du chat de la voisine. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu exactement une réalité par rapport à ça. La petite fille pensait apercevoir un cochon à sa fenêtre. Alors sa fenêtre était, je crois, il me semble, en hauteur, et elle disait toujours voir un cochon avec des yeux rouges, tout ça. Et en fait, ils se sont aperçus que c'était le chat de la voisine. Il y a un truc que j'avais lu qui était assez intéressant, c'est que quand ils commencent a priori à vivre des phénomènes, ça va très crescendo. A priori, ils étaient très partants, c'est-à-dire que quand ils ont acheté la maison, ils savaient exactement ce qui s'était passé. Et ils sont venus presque de bon cœur, et très rapidement, ils ont commencé à parler des phénomènes, le père a commencé à rencontrer l'avocat de Ronald DeFeo, donc le jeune homme qui avait tué la famille. C'est assez étrange cette histoire parce qu'en fait, il l'a rencontré dans une chambre d'hôtel et j'ai vu l'interview du coup de cet avocat qui racontait il m'a appelé pour qu'on se rencontre, pour qu'on parle, machin. Il me disait qu'il avait des projets, qu'il voulait que je l'assiste parce qu'il avait des projets pour écrire un livre par rapport à sa maison, machin. Et du coup, en fait, le père de famille, Lutz, posait beaucoup de questions sur ce qui s'était passé le soir du meurtre, et en fait l'avocat qui avait un peu trop bu ce soir-là a montré carrément des photos. Certains faits que raconte Lutz dans le film, a priori des phénomènes paranormaux qui se passaient dans la maison, sont inspirés des photos qui ont été montrées par l'avocat. C'est pour dire à quel point c'est bullshit en fait, et l'avocat s'en est rendu compte quand il a lu le livre. Et par la suite, en fait, ça allait tellement loin que les Warren, à l'époque, ils étaient sur tous les coups, donc ils ont entendu parler de cette maison. Ils sont venus en 76, ils sont venus avec une médium, une équipe de télé, comme toujours. Alors ça me fait toujours rire parce que, a priori, sur tous les cas qu'ont enquêté les Warren, il y avait il y avait une équipe de télé, toujours, des gens pour filmer, et on n'a jamais rien vu, en fait. Hein. On n'a jamais vu d'enquête. Enfin, vous en avez déjà vu des enquêtes des Warren ? On a vu la fameuse photo du petit garçon à travers la porte. C'est qu'une photo, mais est-ce qu'on a déjà vu des vidéos, des films qu'a priori ils ont toujours filmés ? Alors moi j'ai vu un ou deux rushs soi-disant filmés par Ed Warren lors d'enquêtes. Les deux sont ce que nous on appellerait débunkables en 2 secondes. C'est incroyable. J'ai vu, les deux sont des objets qui bougent. Un petit objet et carrément une table et des chaises. C'est clairement lui qui les fait bouger. C'est sûr de sûr, en 2 secondes. Bon, de toute façon, on va revenir vraiment après sur les Warren, sur leur technique, mais je suis très peu étonnée. Ce qui est intéressant, c'est que ce soir-là, en fait, quand ils viennent donc avec l'équipe télé, il y a aussi une journaliste. Et j'ai regardé l'interview de cette journaliste qui explique bien que ce soir-là, quand les Warren sont intervenus et ont fait leur séance, alors Lorraine disait ressentir des trucs, elle commençait à décrire des trucs. La journaliste dit bien, il se passe absolument rien ce soir-là. C'est-à-dire, c'est l'ennui total. Et Lorraine dit même, que c'était pas non plus un truc de ouf, mais qu'elle avait ressenti des trucs. Et on en arrive à cette fameuse photo. Il y a cette photo qui est prise. Alors moi, je suis très étonnée en fait que les gens ne voient pas le tapetum lucidum. Comment ça se fait que personne ne remet en question cette photo alors que le tapetum lucidum n'existe que chez les êtres vivants, c'est-à-dire tapetum lucidum, c'est les yeux qui brillent, la vision nocturne, et nous en fait, les humains, on peut avoir l'infrarouge ou un flash qui reflète dessus, mais c'est seulement les êtres vivants qui ont ça. Donc comment ça se fait que depuis ça c'était quand ? Dans les années 70, ça fait 40 ans
que des gens s'attachent à une photo comme quoi ce serait la plus grosse preuve de paranormal, alors que c'est débunkable en 1 seconde. C'est quoi le problème? Je pense que les gens, ils avaient envie, en fait, que ce soit vrai. C'est beaucoup plus intéressant quand on te dit regarde, voilà la photo du fantôme d'un petit garçon, que de te dire enfin tu vois, de te casser ton truc. On aime avoir peur, on adore ça, avoir peur, on adore ça, croire aux fantômes, et c'est, pour moi, c'est malheureusement c'est humain, mais j'en veux moins aux gens qui l'ont cru que Qu'aux aux gens qui l'ont Warren, utilisé. voilà, C'est ce que exactement. j'allais dire, parce que les Warren, à ce moment-là, ils sont censés être des enquêteurs très très connus, qui a priori sont reconnus et appréciés de tous, qui ont des techniques, voilà. Et ils n'arrivent pas à reconnaître sur une photo que c'est un humain, en fait. Ça me tue, en fait. C'est pour dire à quel point, en 2 secondes, c'était facile de savoir que ces personnes-là faisaient de la fraude. Surtout que le gamin sur la photo, enfin le gamin, la personne sur la photo porte la même chemise qu'un des mecs qui était présent ce soir-là. Alors, je voulais juste dire du coup aussi, parce que bon, c'est vrai qu'on va y aller fort, je pense, tout à l'heure sur les Warren, mais en tout cas, Lorraine Warren, j'ai vu une interview d'elle qui parle d'Amityville et qui dit « Moi, j'ai eu mon expérience ce soir-là, mais elle dit « Après, quand j'ai lu le livre de Monsieur Lutz, je voulais juste dire que je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il raconte et que je me désolidarise de cette personne complètement. Je n'ai rien vécu de ce qu'il décrit. Tout est bullshit. En fait, tout le monde est contre cette famille et ce livre où apparemment il n'y a que des conneries. » C'est intéressant, je savais pas ça, tu vois, qu'elle avait dit ça dans une interview. Bah, en effet, c'est intéressant parce que, bah oui, bon, on va en parler après, mais je pense qu'on a un avis toutes les trois par rapport au Warren qui est assez péjoratif, négatif. Et là, quand j'ai vu cette interview, je me suis dit ah, pas mal parce que les histoires qu'ils appuyaient étaient quand même très très sensationnelles et que ça aurait pu, ils auraient pu dire qu'ils étaient d'accord avec tout ce qui avait été décrit par la famille Lutz. C'est en fait pas du tout là, vraiment. Et puis elle est vraiment, elle insiste, elle dit vraiment, je suis pas du tout d'accord et je suis contre tout ce qui a été dit. Donc c'est génial, c'est très bien. Alors du coup, bon, comme c'est l'un des plus gros mythos de l'histoire du paranormal, et bon, on a été un petit peu impressionné par les films. On est d'accord pour dire qu'aucun phénomène n'est recevable dans ce film. Non, rendez les invitations tout de suite. D'ailleurs, on te remercie, Vanessa, merci beaucoup de nous avoir remis le sujet. T'as un autre film de merde que t'as J'étais absolument obligée d'en parler, on est d'accord, parce que d'ailleurs, cette maison existe toujours. Elle est toujours à 1 heure de New York, Ocean Drive. Les nouveaux propriétaires sont toujours aussi emmerdés parce que les gens sont très curieux, ils veulent toujours approcher cette maison. Il faudrait vraiment leur dire à tous ces gens-là, de toute façon, que tout ça, c'était fake et qu'il faut arrêter de s'accrocher à cette maison, laisser les gens tranquilles. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'Amityville, c'est la maison la plus hantée, la plus connue au monde, alors que ça part de rien. C'est juste une histoire hyper dramatique où des enfants et une famille ont été tués, voilà. Mais les gens aiment les légendes, ça c'est. Ah mais ça, oui, c'est ce qu'on dit. De toute façon, ils adorent. Ils aiment, c'est. C'est clair. Et les filles, il nous reste un dernier film dont on va parler, un film plus récent puisque sa sortie était en 2013 et c'est le film Conjuring. Wanna play hide and clap? Vous l'avez vu où, quand, comment, que s'est-il passé? Alors non, là, il faut pas abuser. Je n'ai pas. Non, je dis non, je n'ai pas payé de place de cinéma pour aller voir Conjuring. Je l'ai regardé sur Netflix, comme tout le monde, comme toute personne qui se respecte. Très bien. Alors, est-ce qu'il t'a fait peur? Parce que 2013, on était déjà on faisait déjà ce qu'on fait actuellement. Ça t'a impressionné? Non, pas du tout. Non, pas non. Très bien. It's a no. It's a no. Très bien. Bonnette? It's a no for me also. Je l'ai vu, mais it's a no.
It's a no Conjuring. Eh bien, c'est pareil pour moi. Trop installée dans la profession, j'ai vu ça. Alors, le pire, c'est ça en fait. J'ai vu ça, je me suis dit, mon Dieu, mais ils ont pas honte de raconter des trucs. Enfin, c'est tellement gros en fait. Je me dis, mais c'est pas possible de faire des films aussi sensationnels. Enfin, qui gobe ça quoi Apparemment tout le monde. Et en fait, quand on s'intéresse, tout le monde s'en fout. C'est ça, exactement. Et en fait, quand on s'intéresse à l'histoire, on se rend compte que finalement, ce qui s'est passé, alors bien évidemment, c'est très hollywoodien, mais la famille Perron, bien sûr, a existé. Les Warren qui sont présents dans le film, parce que tu as une sorte de double histoire dans le film. Tu as à la fois l'histoire de cette famille Perron qui vient d'emménager dans cette maison et l'histoire des Warren. Et en fait, jusqu'à temps qu'ils se rencontrent et que les Warren viennent, l'histoire de la famille Perron a véritablement existé. Ils ont emménagé dans cette maison dans les années 70, à savoir que ce n'est pas du tout la maison qu'on voit, que la véritable maison qui existe toujours est plus une ferme en bois, plutôt mignonne, et qu'en fait les phénomènes qui sont relatés dans le film sont violent, mais je pense simplement pour attirer la clientèle. Mais en fait, quand tu écoutes Andrea Perron, qui est donc la grande sœur de la famille qu'on voit dans le film, elle raconte les phénomènes tels qu'ils se sont passés à l'époque, et c'est assez effrayant. Et moi, c'est après coup, en fait, c'est d'ailleurs cette année, pendant le confinement, quand j'ai regardé un live, que je me suis rendu compte que, en fait, ce que racontait Andrea Perron était absolument terrifiant, et que c'est des phénomènes auxquels moi je n'ai jamais assisté dans ma vie. On va y revenir après en détail, mais et du coup, en fait, ça m'a remis un petit peu plus dans l'idée que quand moi je regardais le film Conjuring, je me disais que c'était bullshit, et qu'en fait, pas tant que ça. En fait, apparemment, c'était assez fou ce qu'ils ont vécu. De mon point de vue à moi, de chasseuse de fantômes ou de parapsychologue, je trouve ça un peu gros. Cela étant dit, je pense qu'il y a peut-être un truc un peu humain et naturel qui s'est mis en place. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais très souvent, quand on est face à un phénomène paranormal, quand on va en parler après, il peut se passer deux choses qui sont complètement à l'opposé l'une de l'autre. C'est soit le temps passant, on va complètement rationaliser ce qui s'est passé, et en fait, on va, la porte s'est ouverte toute seule, mais bon, c'était le vent, c'est pas grave. Soit à l'inverse, en fait, c'est comme si notre cerveau allait au fur et à mesure faire grossir le truc dans nos têtes, et que du coup, la porte qui s'ouvre toute seule va devenir l'autre qui passe dans l'arbre avec sa confiture, quoi. Et le petit Kylian là qui est mangé par l'arbre. et moi les périodes, parce que j'ai pas envie de me dire ils mentent, il et elle mentent en fait, et je me demande s'il y a pas un peu de ça. S'il y a pas, en fait, eux, ils sont persuadés de ce qu'ils disent, mais voilà, il y a une espèce d'extrapolisation. Il y a surtout une personne qui témoigne, c'est Andrea Perron, donc la grande fille, qui à l'époque a 15 ans quand tout ça se passe. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que on en avait parlé toutes les deux, Vonette, c'est qu'aujourd'hui, en fait, elle continue avec toujours la même passion de raconter exactement dans les moindres détails ce qui s'est passé le soir de la séance. Et en fait, ce qui est impressionnant, c'est que tu regardes une interview, t'es hyper touché parce que tu vois qu'elle a bon fond, cette personne. En tout cas, elle a l'air d'avoir bon fond. Tu regardes une deuxième interview, une troisième, une quatrième, et tu te rends compte qu'elle pleure toujours au même moment, et qu'en fait, en effet, il faut pas oublier déjà qu'on est sur un souvenir dans les années 70, qu'elle avait 15 ans, donc elle n'était pas totalement adulte, qu'elle a vu cette scène au travers d'une porte, donc elle n'était pas présente dans la pièce, et qu'elle a pu aussi construire un faux souvenir, qu'elle a pu aussi le grossir, qu'elle a pu éventuellement s'engouffrer dans un mensonge, et depuis, en fait, elle le raconte, parce que quand elle le raconte, il n'y a pas d'acting, en tout cas je ne pense pas, on dirait que ça la touche vraiment. Mais c'est juste fou parce qu'en fait, je pense que depuis, elle a tellement l'habitude de raconter son histoire et de pleurer à certains moments que maintenant elle le fait sur commande. Et c'est hyper impressionnant, c'est-à-dire que la première fois ça te touche et la troisième fois t'es là, mais est-ce que une fois de plus on est en train de me tromper? Est-ce que cette personne est vraiment honnête et sincère dans ce qu'elle essaye de décrire? Alors, moi, j'ai l'impression que, enfin, de ce que tu me dis, je l'ai pas vu, mais moi, j'allais te dire, c'est scénarisé. Tu vois? En fait, même si t'as l'impression que la personne est sincère et tout, en fait, c'est à force de le répéter, en fait, finalement, elle se met en condition, quoi.
Ça peut être aussi parce que inventer des histoires et finir par y croire dur comme fer, c'est un des symptômes post-traumatiques qu'on observe beaucoup, surtout sur les gens qui ont vécu ces stress traumatiques à un jeune âge, ce qui semble être son cas. Et c'est un truc qu'on a beaucoup observé dans les études, c'est-à-dire en fait le souvenir qui se déforme. Alors effectivement, tu as raison Vanessa, c'est que ça, on peut se dire ça si on ne prend pas en compte que effectivement la meuf le raconte à chaque fois de la même façon et se met à pleurer au même endroit. Parce qu'effectivement là, dans ce que tu dis, moi j'en ai pas vu assez des interviews pour avoir vu cette répétition, ce schéma se mettre en place, mais bien évidemment je te crois sur parole. Et effectivement d'entendre ça, et ben c'est ce qui va peut-être me faire passer du côté de ah bah ok, peut-être qu'elle est pas non plus complètement de bonne foi alors. Il s'est passé probablement un truc hyper traumatisant dans cette maison et que maintenant, en fait, sans s'en rendre compte, et moi, par contre, je ne pense pas que c'est volontaire. Je pense pas que c'est de l'acting. Je pense pas que c'est si c'est bullshit, c'est elle le contrôle pas. C'est un faux souvenir à la limite, ou alors c'est complètement vrai et elle est toujours traumatisée 40 ans après, ce qui est complètement fou en fait. Alors c'est là que la vraie parapsychologie devrait entrer en considération, parce qu'il y a une grande partie d'études statistiques dans la parapsychologie, et ce serait intéressant de voir de faire ressortir des statistiques sur cette histoire et de voir, statistiquement, combien de fois elle pleure à quel endroit en le racontant, quel mot elle a utilisé le plus, etc., pour voir s'il y a une espèce de schéma qui se détache de ça. Et je pense que ça pourrait amener des réponses en termes de psychologie en fait, d'Andrea Perron. Complètement. Je pense que c'est des recherches un petit peu comme ça qu'il faudrait faire pour voir comment elle se positionne et si ce qu'elle raconte est vrai. Par contre, en effet, il s'est véritablement passé quelque chose ce soir-là. Alors, pour raconter la véritable histoire, parce que c'est vrai que ce qu'on voit dans le film, en fait, c'est hyper violent. On voit qu'ils viennent plusieurs jours. On voit que la mère finit par être possédée, il l'attache là dans la cave, je sais pas où, la chaise vole, machin. Enfin, c'est fou, c'est très sensationnel. Et en fait, il faut savoir que les Warren ne sont venus qu'un soir. Ils sont pas venus plusieurs jours. Et ce soir-là, en fait, ils sont venus une fois de plus avec une médium et des caméras. D'ailleurs, ils disent que les caméras ont été détruites par les entités négatives et que bien du coup, évidemment. Bien sûr. Et en fait, ce qui se passe ce soir-là, c'est que à ce moment-là, donc la mère qui s'appelle Caroline n'est pas du tout possédée. Ils vivent en effet tous des phénomènes dans la maison. Beaucoup la mère, elle a beaucoup de phénomènes. C'est pour ça qu'elle finit par accepter les Warren parce qu'au début elle voulait pas. Et en fait, c'est Lorraine qui dit on va faire une séance tous ensemble, donc une séance de spiritisme. Et donc elle invoque les esprits machin. Et en fait, c'est là où il y a cette scène surréaliste qu'Andrea décrit, que sa mère commence à parler dans une langue comme d'habitude, genre latin méconnu, que sa chaise commence à se lever du sol, voler un peu dans les airs machin, et qu'elle est complètement projetée contre le mur. Une scène hyper violente qui laisse la mère au sol, complètement blessée, et qu'en fait, à partir de là, les Warren se barrent. Et Andrea Perron, c'est souvent à ce moment-là qu'elle pleure parce qu'elle dit qu'elle est complètement traumatisée par cette scène parce que les Warren n'ont d'ailleurs jamais pris de nouvelles par la suite, ils se sont barrés comme des voleurs, et qu'en fait la mère, il y a des interviews de la mère parce que maintenant elle est décédée, à l'époque a donné quelques interviews. En fait, cet accident très violent avait laissé des séquelles, c'est-à-dire que c'est quand même il s'est passé un truc quoi qu'il arrive le soir où il y avait les Warren. Donc après, c'est quasiment impossible de savoir le vrai du faux, mais en tout cas la version d'Andrea c'est ça. Voilà, et qui est quand même, je veux dire, une personne assise sur une chaise qui est attirée dans les airs et qui est projetée. Mais la mère a fini à l'hôpital. Mais attends, parce que Lorraine Warren a quand même été consultante sur le film. Ouais. On la voit dans le film d'ailleurs. Mais ça l'a pas gêné en fait de faire une scène qui n'a pas existé du coup. Oh, est-ce qu'il y a des choses qui les gênaient les Warren? Je suis pas sûre. Non mais c'est bien sûr d'enchaîner sur les Warren. Allez, c'est bon, une grosse tartine là. Hop, taillons-leur un veston. Alors, par où commencer? Alors, les Warren qui sont donc de véritables personnes, parce que je pense que peut-être des gens n'ont pas fait de recherche, ont vu Conjuring 1, 2, 3, Annabelle 1, 2, 3 et se sont dit tiens, est-ce que les Warren existent? Oui, ils existent véritablement, qui sont donc a priori un couple de médiums et démonologistes très connus aux États-Unis,
qui ont enquêté sur des cas, alors les cas qu'on voit souvent dans les films, les cas les plus connus et d'autres, et qui sont aussi partis de certains cas avec des a priori objets hantés, de valeur, ils en ont fait un musée. Bref, ils ont construit tout un mythe autour de leur personne. Alors, il y a déjà ça. Déjà, ne serait-ce que sur ça, il y a une énorme controverse et je pense que tu veux en parler, Vonette. D'ailleurs, je le dis aux gens, Vonette a sorti une vidéo pile poil là qui parle des Warren. Donc, vous pourrez avoir plus de détails en allant voir sa vidéo. Vonette, tu pourras dire après où est-ce qu'on peut retrouver ta vidéo. Mais déjà, toi, par rapport à tes recherches, qu'est-ce que tu as trouvé sur les personnages Warren, Lorraine et Ed? Eux se positionnent vachement en sauveurs, en fait, dans les cas de paranormal. D'ailleurs, Edward, Ed, Lorraine, Ed Lorraine. N'importe quoi. Il n'était qu'un. Ed Warren disait qu'il trouvait absolument scandaleux les gens qui allaient sur place dans des lieux hantés pour juste mener l'enquête et se barraient sans amener de solution ou sans nettoyer les lieux. Donc eux, se positionnaient vraiment comme nous allons vous venir en aide. Alors le premier problème pour moi, c'est que déjà ils étaient extrêmement religieux. Donc il y avait tout le temps une partie religieuse dans ce qu'ils faisaient, ce qui pour moi est déjà un premier signe de non-neutralité. C'est-à-dire que tu peux croire en Dieu. Moi, je crois en Dieu. Par contre, quand j'enquête, je crois pas. Je n'enquête pas avec mes croyances en Dieu. C'est deux choses complètement différentes. Ensuite, il y a eu quand même beaucoup d'autres problèmes. C'est-à-dire qu'ils ont quand même vachement surfé sur la vague de médiatisation de cas que eux-mêmes avaient complètement inventés et montés de toutes pièces, et ils se sont fait de l'argent là-dessus, ils ont bâti une carrière là-dessus, tout en disant aux gens ouais mais nous quand on va dans des lieux hantés on ne demande pas d'argent. Et en fait c'est un des trucs que voilà, c'est un des problèmes que je soulève dans ma vidéo, c'est que je dis ok tu ne demandes pas d'argent quand tu viens enquêter, mais par contre tu vends les produits dérivés. Donc à quel moment en fait, enfin quel est l'argent propre et quel est l'argent sale en fait. Alors bon, plus comme je le dis, pour moi aucun des deux. Tu peux être chasseur de fantômes professionnel, ça me pose pas de problème. Voilà, il y avait ce problème-là. Ensuite, il y a vraiment, par exemple, le cas de la poupée Annabelle. Alors ça, moi, c'est un cas qui me rend folle parce que quand les gens pensent, tu faisais référence au musée des Warren, la première image qu'on a tous et toutes en tête, c'est la poupée qui est enfermée dans son coffre où il y a écrit qu'il faut absolument pas ouvrir la vitre, etc., etc. Cette poupée sur laquelle il y a plusieurs films qui ont été faits, il y a enfin vraiment, les gens en ont peur. Ça a amené chez les gens, c'est comme Chucky, ça a développé chez les gens une peur intense des poupées qu'on a toujours l'impression qu'elles sont hantées, etc. Alors que clairement cette histoire, je ne peux pas assurer qu'elle a été montée de toutes pièces. Par contre, ce que je peux assurer, c'est que l'histoire que les Warren ont racontée sur cette poupée Annabelle n'a jamais été prouvée par rien. C'est-à-dire qu'ils ont amené une histoire en disant que c'était une infirmière qui leur avait filé la poupée parce que la poupée avait bougé, enfin la poupée était hantée, etc. L'infirmière a jamais été retrouvée, elle a jamais été interviewée, etc. Cette poupée, on ne sait pas vraiment d'où elle vient. Tout a été complètement monté. Et le problème, c'est que les Warren, c'était beaucoup ça. Et voilà, ils ont fait énormément de faux. Alors je dis pas, ils disent qu'ils ont enquêté sur 10 000 cas. Peut-être que dans les 10 000, il y en avait 200 de vrais. C'est possible que sur un malentendu, ils se soient vraiment retrouvés face à des fantômes. Mais en tout cas, toute leur fortune et toute leur réputation, les cas les plus connus, quand tu penses Warren, tu as toujours 2-3 cas, Amityville, voilà, effectivement, Conjuring, etc., Enfield, le cas Enfield, qui te viennent en tête. Et quasiment tous ces cas ont été prouvés comme étant faux. Il y a un très très gros problème avec les Warren, c'est problématique. Les gens ne le savent pas, ça me tue. Alors, ils le savent pas et moi, j'ai eu une histoire personnelle que je pense que je vous ai jamais racontée, que je vais raconter là, où je me suis véritablement rendu compte de l'aspect non seulement business, mais arnaque, qui m'a complètement dégoûtée. Donc, en 2016, en fait, j'ai organisé un voyage aux États-Unis où j'ai emmené un groupe de personnes pour aller enquêter certains lieux hantés. Et la thématique principale de mon séjour, c'était on va rencontrer Lorraine Warren, qui à l'époque était encore vivante. Ed était décédé déjà depuis quelques années.
Et donc, j'avais pris contact avec Tony Spera, qui est donc le gendre de Lorraine Warren, à savoir qu'à l'époque, Lorraine Warren était déjà très vieille et très malade. Je crois d'ailleurs qu'elle est décédée 2 ans après. Et c'est lui qui gère ses affaires, en fait. Et à l'époque, ce qu'il proposait, c'était 1 heure pour rencontrer Lorraine, lui poser des questions et voir Annabelle. Et du coup, il vendait les tickets, je ne dis pas de bêtises, $150 par personne. Oh vache, c'est énorme. Oh mon Dieu. Alors attendez, parce que ça c'est l'aspect business, mais je veux dire, à l'époque, ça m'a pas choqué. Je me suis dit, bon, moi, le groupe que j'emmenais, il y avait une 20aine de personnes, ils avaient trop envie de rencontrer Warren, et pour moi, c'était peut-être le prix à payer de la célébrité. Je suis pas trop choquée. J'ai fait beaucoup de conventions et il y a toujours un prix. Bon, je me suis dit, bon, ok, donc je réserve une date. Accrochez-vous, hein. Je réserve une date, je paye un acompte. Le mec disparaît de la circulation. Je n'arrive jamais à le recontacter jusqu'au jour où on est aux États-Unis, où j'ai rien. Je ne sais pas où ça se passe. Je ne sais, j'ai rien. Donc en fait, ça ne s'est jamais produit. Mon groupe n'a jamais rencontré les Warren. J'ai dû compenser du coup avec un autre truc, ce qui était difficile parce qu'à la base ils avaient très envie de rencontrer Lorraine Warren. Et je me suis totalement fait arnaquer par le gendre. À savoir que j'ai regardé si ce petit malin continue à faire du business. Et alors du coup, le gendre, malgré que tout le monde soit mort et que le musée soit toujours ouvert, continue de faire son business, puisque j'ai regardé sur le site internet et il continue. Alors là, du coup, c'est en septembre, il propose une rencontre avec Annabelle dans une salle dans un hôtel Marriott. Qui est probablement une rencontre, je pense, où les gens vont se prendre en photo à côté de la vitrine. Et bon, c'est pas extrêmement cher, c'est $30, mais je veux dire, c'est quand même $30. J'imagine que, comme j'ai déjà fait des événements aux États-Unis, c'est probablement un événement qui peut accueillir 200 à 500 personnes. Donc voilà, on peut imaginer ce qui se met en fin de journée dans les poches, et tout ça après la mort de Anne et Lorraine Warren. Donc en fait, j'ai l'impression que l'aspect business et arnaque a été passé comme ça dans toute la famille. Moi, il me semblait, alors peut-être que je me trompe, mais il me semblait en tout cas que la fille de Judy, la fille de Lorraine, de Ed et Lorraine, qui est donc la femme de Tony Spera, est témoin. Elle est complètement elle croit tout ce que ses parents lui ont raconté, etc., etc. Mais il me semblait qu'elle n'était pas du tout du côté business, elle. Mais je me trompe peut-être. Ah bah, c'est pour ça que c'est elle qui gère pas, c'est son gendre, c'est son mari voilà. en fait. D'accord, c'est ça. Ok. Elle, j'ai jamais été en contact avec elle. Elle est pas du tout dans les contacts. Elle voilà, me gère. justement. Elle s'occupe pas du tout de ça. C'est ça, voilà. Elle est pas du tout. Elle, pour le coup, elle fait pas. Enfin, ouais, j'allais dire, elle cherche pas à faire de profit, mais c'est son mari qui le fait. Ah, pas du tout. Mais d'ailleurs, je me suis demandé même à l'époque si Lorraine avait été au courant ou était au courant des arnaques, parce que je pense que Tony Spera fait de nombreuses arnaques et je pense que Lorraine n'était pas au courant. Eux en faisaient de toute façon. Enfin, pour moi, le plus gros des arnaques, c'est surtout d'être allé chez des gens, de leur dire que certains objets de valeur étaient hantés et repartir avec et se faire un joli musée. Et ce qui est rigolo, c'est quand même que ils ont éduqué leur neveu Johnny Zaffis. Ils lui ont appris la même chose en fait, c'est-à-dire que lui désormais fait la même chose que son oncle Ed, et il a aussi eu une émission à la télé qui s'appelait Haunted Collector où il faisait littéralement la même chose. Il allait chez les gens, il disait cet objet est hanté, je repars avec et je fais un musée également. Et en fait, son show a été arrêté au bout de 3 saisons. Bon, je pense qu'ils ont été un peu loin à la détente, où ils se sont rendus compte en fait que le gars, ce qu'il avait été prendre chez les gens, c'était que des objets extrêmement chers, des objets de valeur, et ils se sont rendus compte que c'était une grosse arnaque. Voilà, ouais, si, c'est hyper grave. Et donc c'est pour ça que je dis, ça reste vraiment en famille. Hein, c'est vraiment, il y a de l'arnaque dans tous les sens. Mais le pire, c'est que Zaffis, il est encore souvent. Il est en convention, oui. Ouais, il est en convention, il est rencontré sur des trucs. Ouais, bah je comprends pas. Je comprends pas. Au même titre que les Warren sont. En fait, il y a une controverse sur les Warren, mais je veux dire, aux États-Unis, tout le monde ne les déteste pas. En fait, on leur donne encore de la crédibilité. Quand ils étaient encore vivants, on les invitait beaucoup sur les plateaux. Enfin, voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Laetitia, Lorraine Warren a été consultante sur le film. On a écouté ce qu'elle avait à dire quand même, tu vois. Donc alors qu'ils auraient très bien pu prendre la fille de ces personnes.
des Perron pour être consultante, et on aurait eu sa version à elle, et finalement la version aurait été complètement différente. On aurait vu les Warren se barrer en courant de la séance après la séance, quoi. Ouais, mais sauf que du coup, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que comme elle est dedans, Lorraine fait énormément de, elle a fait beaucoup de presse, elle a fait beaucoup de médias en fait à la sortie du film. Et si tu dis aux gens Lorraine Warren, quasiment tout le monde sait qui c'est. Si tu dis aux gens Andrea Perron, oui, c'est ça, oui. Tu vois. Alors, il y a aussi un gros problème au niveau des Warren et qui, moi, m'a énormément choquée quand je l'avais lu à l'époque et qui est pour moi un truc dont on n'a pas assez parlé parce que c'est tellement, tellement grave, mais qui était donc Ed Warren de son vivant, en fait, a une relation, alors qu'il était déjà avec Lorraine, avec une jeune fille de 14 ans, avec qui il est resté des années. Donc il avait une double relation qui n'était pas cachée puisque Lorraine était au courant. Et en fait un jour, cette jeune fille, et je crois qu'elle était encore mineure à l'époque, est tombée enceinte. Et Lorraine, qui était au courant, a poussé la jeune fille à avorter. Et moi, ce qui me rend dingue en fait, c'est que tout le monde a vu ce qui se passait et tout le monde a laissé ce mec se foutre avec cette jeune fille de 14 ans. Ça déjà, ça me choque, mais tellement. Et ils sont quand même restés ensemble presque 15 ans. C'est-à-dire que la gamine, la gamine du coup qui n'était plus gamine, approchait, je crois, les 25-30 ans quand elle a fini par mettre. Alors je sais plus si c'est elle ou si c'est lui qui met un terme ou s'il meurt ou je sais plus ce qui se passe. Mais quand j'avais vu ça, parce que ça a un jour explosé dans la presse et je me suis dit mon Dieu, mais en fait les gens se rendent pas compte. En fait, on est en train d'idolâtrer des gens qui en fait sont des ordures. Alors par contre, ce que elle dit, je crois que c'est en 2007 qu'elle a commencé à faire du bruit un peu autour de tout ça, la jeune fille. Elle, dans ce qu'elle dit aujourd'hui, elle dit que c'est lui qui l'a forcée à avorter. Elle est tombée enceinte en 75, je crois, ou 79, un truc comme ça. Et ouais, moi, ce que j'ai lu, c'est qu'elle disait que c'était lui. Enfin, de toute façon, que ce soit lui ou elle, voilà. Parce que déjà, elle vivait avec eux. Donc, en plus, d'où une gamine de 15 ans, elle vient habiter avec toi, quoi. Enfin, genre, c'est pas allô. Possible. C'est pas possible. Il y a rien qui va dans cette histoire, en fait. Il y a rien qui va. Et tu vois, et dans les films, ils essayent d'en faire une sorte de couple modèle incroyable, beau, respectueux, mais que dalle, en fait. Et horrible. On peut pas non plus défendre Lorraine parce que je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose aussi, mais elle est aussi victime dans cette histoire. C'est-à-dire que bon, certes, elle ne fait rien, mais elle est aussi victime de ce mec qui est une sombre ordure. En fait, c'est absolument affreux. Mais d'ailleurs, en 2007, quand j'allais dire la gamine, non, elle était plus gamine du coup forcément, mais lorsque la jeune fille qui a eu cette relation avec Ed Warren en 2007, elle a commencé à parler, elle a effectivement confirmé que Ed était extrêmement maltraitant physiquement et mentalement avec Lorraine. Non, mais quelle horreur. C'était une sombre ordure. C'était une sombre ordure, ce mec. Même quand cette histoire a explosé, elle n'a pas fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu passer une ou deux fois. J'ai fait énormément de recherches très compliquées pour avoir des détails. Mais en fait, on se rend compte que les gens ne prennent pas position. Genre, limite, c'est encore tabou. Mais non, en fait, c'est pas tabou. Faut avoir une voix. Faut dire, c'est affreux ce qui s'est passé, ce que vous avez laissé faire. C'est pas possible. On peut pas parler de cette personne aujourd'hui sans faire référence à ça. Moi, je n'ai aucun respect, du coup, pour cette personne par rapport au fait qu'elle ait fait ça en fait à ces deux femmes, en tout cas on le sait, et peut-être à d'autres. Ah oui, mais c'est le fameux débat de séparer l'homme de l'artiste. Bon là c'est pas l'artiste, c'est du professionnel. Et moi je suis d'accord avec toi, Vanessa. Non, on le sépare pas en fait. C'est un sombre connard, c'est tout. Non, quoi. on le sépare pas, non. C'est beaucoup trop grave. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu peux pas en fait, à un moment donné, tu peux pas faire des excuses quoi. C'est le mec a fait ça, c'est un sombre connard et c'est tout, ça s'arrête là. Et en fait, son œuvre, moi, je m'en bats les couilles. Et puis de quelle œuvre on parle? Oui, exactement. C'est une œuvre de 50 ans d'arnaque en fait. Exactement. Mais du coup, je me pose une question, Vanessa. Tu vas peut-être pouvoir y répondre parce que tu connais un peu mieux les États-Unis que nous. Je me demandais justement par rapport à ça, est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de phénomène de langue de bois aux États-Unis, en tout cas de la part, je sais qu'il y a quelques personnes qui parlent dans la communauté paranormale, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part une peur un peu de parler parce qu'on se dit, ok, mais si je dis que les Warren c'était de la merde, par exemple, je vais être blacklistée de toutes les conventions. Tu vois, par exemple, ou ce genre de choses. En fait, c'est étrange parce que j'arrive toujours pas à me positionner par rapport aux États-Unis. J'ai l'impression que la majorité du temps, ils sont extrêmement polis et ils sont extrêmement langue de bois. Mais en même temps, quand tu regardes sur les réseaux, des fois, ils balancent des trucs, c'est hallucinant. C'est comme s'ils en avaient pas. Donc, je me positionne toujours pas par rapport à ça. Mais moi, par contre, qui ai rencontré beaucoup les gens aux États-Unis, c'est un sujet récurrent, les Warren. Et c'est ce que j'ai essayé de te dire l'autre jour, c'est je n'arrive toujours pas à savoir aujourd'hui s'ils sont pour ou contre. J'ai l'impression qu'ils sont un peu
au milieu. Genre, ils arrivent à trouver des mauvais côtés autant qu'ils en trouvent des bons. Et souvent, ce qui ressort, c'est que ah ouais, mais quand même, c'est les précurseurs dans le milieu. Déjà, pour moi, pas du tout. En fait, c'est pas du tout des précurseurs. Mais c'est souvent ce qui ressort. En fait, c'est ouais, mais ils ont quand même emmené le truc, machin. Il y a des cas. Puis, il faut pas oublier que les États-Unis, en fait, ils sont très démons. Ça, c'est pas un cliché quand je le dis. Ils sont extrêmement démons. Donc, je pense qu'en fait, les cas qui sont recensés avec les Warren sont crédibles pour eux, pas pour nous, tu vois. Donc je pense aussi que c'est une question de position, mais ils les détestent pas autant que nous on les déteste, hein. Ça je peux te le dire. Oui, après c'est vrai que nous en tant que Françaises, on a souvent cette réputation d'avoir notre franc-parler, etc. C'est peut-être ça. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pas d'hypocrisie, mais de volonté de pas vouloir se mêler en fait aux États-Unis. C'est très culturel. C'est vrai qu'ils sont très américains comme ça. Ils aiment pas donner une mauvaise image d'eux dès le départ. Donc c'est toujours très très lisse, très poli, très. Et puis après, quand tu creuses un peu et que tu deviens ami avec des gens, tu te rends compte qu'en effet, les langues se délient. Enfin, je te dis, John Tenney, moi, il a tellement balancé sur trop de gens, mais je pense que ils ont besoin aussi. C'est normal. On est des êtres humains et on a besoin de dire ce qu'on pense. Donc bon voilà. En tout cas, je le redis, il y a une vidéo qui est dispo. Alors Vonette, où est-ce qu'on peut la trouver cette vidéo? Alors soit vous allez sur YouTube et vous tapez Vonette Fantôme Phantom sur YouTube. Sinon, si vous avez la flemme de chercher, vous allez tout simplement sur mon Instagram. Vous cliquez sur le lien en bio qui vous amènera sur l'entièreté de tous mes liens. Voilà. De toute mon œuvre. De ma vie, de toute ma vie. Il y a ma vie. Il y a mon œuvre. La photo de ma naissance, ma bar mitzvah, tout ça, quoi. Alors, les filles, pour clôturer ce podcast incroyable où vraiment on a énormément parlé, hein, on a beaucoup débattu, j'aimerais vous demander, selon vous, et les films que vous avez vus, alors toujours les films d'horreur, quel est celui qui se rapproche le plus de la réalité? Ah bah, pour moi, c'est incontestable, SOS Fantôme 3. Je veux dire, bah, c'est logique en fait, hein. C'est logique. Bah ouais. C'est QFD, hein. C'est QFD, mon pote. Du coup, moi, j'ai très envie de dire aucun. Je ne me retrouve littéralement dans aucun film, aucune série, aucun rien. Alors moi je réfléchis parce que en fait il y a un film qui ressort souvent d'ailleurs quand on parle entre personnes qui aiment le paranormal, c'est Les Autres. Maintenant c'est pas 100% la réalité, mais moi ça a soulevé une question qui était intéressante quand j'ai vu Les Autres, qui était qui est le fantôme de l'autre, et qui est une question qu'on se pose souvent quand on est en enquête, parce qu'on est parfois face à des phénomènes où on n'a pas l'impression que c'est des fantômes, mais même qu'on a l'impression d'être face à des entités qui, eux, ont l'impression d'être face à des fantômes. Donc des fois, j'aimais en fait que ce film me rapporte ce genre de réflexion. Et après, moi, je pense que La Maison des Ombres, alors le twist est un petit peu trop, quand vous verrez, c'est pas proche de la réalité, mais j'ai aimé le fait qu'il y ait une chasseuse de fantômes, qu'elle utilise des techniques vraiment qui étaient utilisées à l'époque du grand spiritisme. Donc ouais. Mais après, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a pas, c'est vraiment hollywoodien, quoi. Hein. On est vraiment là pour faire flipper les gens et pas là pour raconter la vérité. Hein. Faut qu'on en fasse un, en fait, je crois, de film. Bah pourquoi pas. C'est mon rêve. C'est mon rêve. Et en plus, on a des exemples là de les plus grands succès fait avec zéro budget en une semaine. Moi, je suis chaude. Venez, on fait un film. On va une semaine à l'ancien hôtel et on tourne. Ce sera pas vraiment un film. Oh là là. Ce sera pas vraiment un film. Ça va être un film un peu réalité, on saura pas. Exactement. Pas besoin d'effets spéciaux. Oui, voilà. Et on revient jamais. Et comme ça, les gens ils diront, ils ont disparu lors d'une enquête à l'ancien hôtel. Et là, personne n'appelle, tu sais. Nous avons retrouvé leur téléphone portable. Bon débarras. Hein. Bon voilà les filles, écoutez, on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire sur les films d'horreur. On aime les films d'horreur, mais a priori ils nous font moins peur. Il n'y a pas trop de films qui se rapprochent de notre réalité à nous. Merci à vous les filles d'avoir été avec moi une nouvelle fois, c'était cool. Bien, merci à toi. On recommence quand, demain? On recommence bientôt. De toute façon, il y a plein de sujets à aborder, mais vous êtes toujours les bienvenus. C'est un peu votre deuxième maison, ce podcast, on est d'accord? Et bien sûr, est-ce qu'on peut avoir un trousseau de clés, s'il te plaît? Voilà, je vous le donne. Merci. Hop, attrapez la clé. Alors, les filles, si on veut vous retrouver sur les réseaux sociaux, on va refaire un petit tour rapide. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, moi, essentiellement sur Instagram, toujours NCYBoy, attaché. Et sur Facebook, mais bon, j'y suis pas trop. Alors voilà. Du coup, c'est moins drôle.
Et, et c'est Laetitia Dany Philippe. Et moi, tout simplement, vous allez sur Instagram, vous tapez Vonette Fantôme, Fantôme Phantom, vous brosez, comme on dit, et quand vous tombez sur la photo d'un grand roux qui a une casquette et qui claque des doigts, c'est moi. Voilà. Et moi, du coup, vous allez faire comme Vonette, c'est beaucoup plus simple. Vous allez sur Instagram, Vanessa-Paranormal Life avec un seul L. Et là, en fait, vous allez avoir un lien Linktree avec tous les réseaux. Et voilà, vous aurez tout recensé à un endroit. Donc, on vous attend avec impatience. On vous remercie de votre fidélité. Il y a eu beaucoup de monde sur le premier podcast et c'était cool d'avoir vos retours. On vous retrouve dans 2 semaines. Merci les filles d'avoir été là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao les filles. Bisous. This house is clean.